Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, donc Histoire et Révélation. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Charles-Maxence Laillé. Merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Jalesco, salut à tout le monde et merci de ton invitation. Je t'en prie. Alors, pour commencer, je vais te présenter. Donc, tu es un journaliste et auteur scientifique de nouvelles technologies et d'énergie santé et environnement. C'est Tu bien es ça, l'auteur, ouais. tu es l'auteur de nombreux ouvrages, notamment L'énergie secrète de l'univers, l'électroculture et l'énergie libre. Et tu fais pas mal de films et documentaires sous les feux des ondes et les sacrifiés des ondes. Mm. Oui, oui, c'est bien ça, ouais. Membre fondateur du CRIIREM, Le donc c'est CRIREM. Bon, CRIEM, voilà, le CRIREM, voilà. Centre de recherche et d'information indépendant sur le rayonnement électromagnétique. Tu es également assistant parlementaire européen. Tu es aussi l'éditeur de l'Orbs, l'autre planète, donc une nouvelle revue d'art et de sciences consacrée aux recherches d'avant-gardistes et changement de paradigme visible et invisible. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ma foi, ta présentation est plutôt complète et donne un assez bon tour d'horizon de mes pérégrinations depuis 20-25 ans. Et effectivement, il y a la revue Orbs qui est le dossier éditorial qui m'a occupé ces 10 dernières années à peu près. Et puis, on aura l'occasion d'y revenir, notamment par rapport à la primeur que là, je vais vous faire ce soir, du prochain numéro de la revue qui arrive et dont on va lancer d'ici une poignée de jours le financement participatif. Voilà. Ok, ok. Mm. Alors, j'ai une première question. Je voulais savoir parce que c'est vrai que j'ai fait mes petites recherches parce que je cherchais quelqu'un justement pour parler des ondes, parce que c'est la grande mode en ce moment, on en parle beaucoup. Et j'ai vu pas mal de tes vidéos et c'est vrai que on t'a pas vu depuis les réseaux, ça fait depuis pas mal de temps. Parce que tu as pas mal de choses à faire. Ben, oui, donc ta première question, c'est celle-ci. Dans quel trou de verre ai-je disparu ces dernières années, c'est Voilà, ça? Voilà. voilà. Ok. Alors, écoute, j'étais toujours là, je répondais présent à des sollicitations, à des invitations pour des conférences. J'ai donné, notamment, à peu près une conférence par an sur différents sujets, sur les ondes scalaires, sur, Mmh, le big pharma et la concentration du monopole financier qui est derrière. Dans un lieu sur Paris qui s'appelle l'Agora, mais, on était sur des interventions où il y avait des captures audio, mais pas forcément de capture vidéo. Il n'y avait pas forcément de stream, comme on oui, dit, comme avec toi là maintenant. J'ai donné en décembre dernier une petite conférence sur la politique de l'amour, c'est-à-dire en fait, en gros, sur comment, en fonction des émotions et des énergies qu'on peut cultiver en soi, comment ça peut modifier l'environnement et comment ça peut ouvrir des espaces et fabriquer des bonnes choses pour soi mmh, et pour le collectif. C'est un peu ça le propos de cette expression qui peut sembler surprenante. Et puis sinon, effectivement, depuis 2012, le fait d'avoir fait des bouquins, d'avoir fait la revue Orbs en l'occurrence, ou d'avoir porté la revue Orbs, fait que j'avais moins de dispo pour pouvoir faire des nouveaux bouquins sur les ondes. Là, j'ai plusieurs bouquins qui vont arriver sur le quinton, sur les ondes, ah et même c'est un nouvel ouvrage sur l'électroculture qui sont dans les tuyaux. c'est Je cool suis ça. vra- voilà, je suis vraiment en train de revenir après avoir fait cette éclipse là d'une dizaine d'années avec la revue Orbs. Et puis, sinon, il y a eu aussi sur les 2-3 dernières années, j'ai fait un certain nombre d'articles au sein de la revue Nexus Mmh, sur des nouvelles qui venaient depuis Bruxelles, des échos qui venaient depuis la bulle de Bruxelles, ouais, avec des rapports d'ONG, et puis aussi sur des recherches personnelles que j'ai pu continuer à mener sur ce que j'appelle le nouvel ordre sanitaire mondial ou l'état profond sanitaire, et comment, en quoi ce qui se déroule avec la gestion du Covid depuis 2 ans s'apparente énormément à ce qu'on peut appeler comme un cas d'école de ce qu'on pourrait appeler la post-démocratie appliquée à un état d'urgence sanitaire. Voilà. Mm. OK, OK, OK.
Donc Alors, voilà, il y a eu quand même du travail et de pas mal, ouais, l'investigation. Voilà, et puis il y aura comme ça d'autres rendez-vous qu'on va pouvoir donner au fil de l'émission ou à la fin de l'émission. Merci de ta OK. première question, c'était rigolo. Juste pour, petite info, on va éviter de parler des mots qui fâchent parce que je me suis déjà fait striker 2 fois, D'accord? YouTube, des mots sensibles, comme, plan, D'accord. les mots vraiment sensibles, parce que c'est vrai que 2 fois je me suis fait striker, ils m'ont donné deux avertissements. Bah, j'espère de tenir le plus longtemps possible. D'accord. Écoute, On de va toute façon, si on discute électromagnétisme et médecine Oui, électromagnétique, ça devrait, ça devrait y aller, être ouais. tranquille, voilà. Mais en l'occurrence, moi, enfin, c'est peut-être la raison pour laquelle tu m'as proposé d'intervenir. Tu le sais, tu l'as compris, je ne travaille qu'avec des sources ouvertes et qu'avec des sources officielles. Oui, Et c'est ma démarche de journaliste scientifique, c'est de m'appuyer sur de la littérature qui est publiée dans des oui, revues à communauté de lecture et qui a donc fait l'objet de validation par la communauté mmh, scientifique. Et il se OK, trouve qu'effectivement, déjà, en croisant les informations entre elles, il y a déjà des choses assez magnifiques ou assez captivantes qui peuvent émerger, mais y compris sur la question des conflits d'intérêts financiers ou sur les réseaux Big Pharma, tout ça est couvert par des articles produits par des cercles de recherche académiques, universitaires, que ce soit des universités en Allemagne ou des universités aux États-Unis, comme Harvard, par exemple, que je cite dans ma conférence sur la concentration du secteur pharma relié au secteur financier. Voilà. C'est des données publiques qui sont là. et ben justement, c'est pour ça que je t'ai invité. Je le savais tout ça déjà. Heu, donc on va passer à la première question au niveau des ondes. Je voulais savoir, est-ce qu'on a des chiffres justement sur la toxicité de la 5G et est-ce qu'on a des chiffres? Alors, on n'a pas, alors, au sens propre, au sens strict, on n'a pas de chiffres en tant que tel sur la toxicité de la 5G. On a néanmoins des données périphériques, des données qui entourent tout ça. Alors, quand je dis pas de chiffres sur la toxicité directe de la 5G, c'est-à-dire qu'on n'a pas, comme la 5G n'est pas vraiment présente dans l'environnement, on va pas avoir de tests faits en labo, avec des êtres humains ou avec des cellules vivantes, mais je parle vraiment de tests faits en Mmh, labo, d'expérimentation, pour, évaluer la toxicité de la 5G. C'est-à-dire, par exemple, comment la 5G va générer, des malformations au niveau de la génétique et des chromosomes, mmh, comment la 5G va augmenter, la mort cellulaire, c'est un phénomène qu'on appelle l'apoptose, comment la 5G peut modifier les ondes cérébrales et notre activité cérébrale au niveau du cerveau humain, et donc les mmh. hormones qu'on fabrique ou les neurotransmetteurs qu'on fabrique, et comment ça peut modifier notre rythme cardiaque. Ok, toutes ces données, ce que je vous cite comme exemple, c'est des études qui sont disponibles depuis 20, 30 ans, enfin, Mmh. certaines depuis 5 ans, d'autres depuis 10 ans, d'autres depuis 15 ans, par rapport à d'autres familles d'ondes qui ont précédé, qui sont les ondes qui sont présentes dans la 3G, qui sont présentes dans la 4G. On a des données avec le vivant disponibles sur ces ondes-là. On sait par D'accord. exemple, si on analyse les appareils qu'on utilise de type téléphone mobile, mais aussi n'importe quel système sans fil, c'est-à-dire une manette de jeu, de console de jeu, une manette sans fil de console de jeu, bien sûr les box Wi-Fi, bien sûr les bornes de téléphone sans fil qu'on a à la maison et les bornes qu'on appelle des bornes DECT, tous ces systèmes-là sont des systèmes qui vont rayonner une énergie électromagnétique, c'est le terme un peu consacré, mais dans le détail, si on creuse ou si on regarde le phénomène de plus près, on va avoir une composante électrique, ce qu'on va appeler un champ électrique, et on va avoir une composante magnétique, ce qu'on va appeler un champ magnétique. Donc on peut avoir des études qui vont chercher à mesurer les volumes ou les quantités ou l'intensité d'énergie rayonnée d'un point de vue électromagnétique avec des unités de mesure qui sont celles en vigueur qui sont électromagnétiques. On Mmh. parle de watts par mètre carré ou de microwatts par millimètre carré pour quantifier ces rayonnements et cette énergie qui est envoyée. Mais on peut utiliser aussi, et c'est d'ailleurs ce qui est légal en France, on utilise le volt par mètre. Et le volt par Mmh. mètre, en gros, ça donne une idée du champ électrique uniquement. Il n'y a pas l'information que le champ magnétique. Après, comme les deux sont reliés comme les deux faces d'une même pièce, si on a Ouais. le champ électrique, on peut en déduire le champ magnétique. Ou si on a le champ électrique, on peut en déduire on va dire, la puissance rayonnée ou l'intensité rayonnée d'un point de vue champ électromagnétique. Mais
Donc, on va avoir des études qui vont nous parler en vol par mètre et on a des études qui vont nous parler en champ magnétique, par exemple, ok, avec du Tesla, par exemple, qui est l'unité de D'accord. mesure du champ magnétique. Et Mmh. donc, ce qui fait que je posais un peu tout ça, parce que par exemple, il y a des études qui sont dispo depuis la fin des années 2000, les années 2007, 2008 à peu près, 2010, 2009, qui, en mesurant uniquement le champ magnétique, ont pu mettre en évidence la quantité d'énergie qu'un fœtus dans le ventre de sa mère va recevoir du fait d'être exposé au téléphone portable. Okay, il y a des expériences qui ont été faites où il y avait des dosimètres, des petits appareils électroniques qui enregistrent ton exposition en permanence ou une fois par heure ou une fois toutes les demi-heures ou qui se déclenchent si ça dépasse un certain seuil en termes d'exposition. Donc, il y a des personnes qui vont porter sur elles un dosimètre pendant 24 heures ou pendant une semaine et ça va Mmh. mesurer comme ça régulièrement quelle est leur exposition. Est-ce que ça mesure globalement? Est-ce que ça mesure gamme de fréquence par gamme de fréquence? Est-ce Mmh. que ça mesure que les basses fréquences, c'est-à-dire celles du réseau électrique, ou est-ce que ça mesure aussi les hautes fréquences ou les très hautes fréquences, c'est-à-dire celles qui sont liées à la téléphonie mobile et à l'Internet sans fil? Voilà, ça c'est en gros l'état des lieux et le fait qu'il y a des études qui existent et qui ont montré des choses. Je reviens sur la 5G. Donc sur la 5G, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? On sait que, en gros, et en étant très gentil, l'arrivée de la 5G va entraîner une augmentation moyenne de l'exposition des personnes et de l'environnement d'au moins 30%. Okay, c'est des chiffres officiels qui sont présents dans les rapports de l'ANFR, qui est l'agence française qui intervient sur la régulation des fréquences en France. Mmh. Ils ont fait des tests, ils ont fait des simulations. Ils ont constaté que ça va augmenter l'exposition moyenne de la population. Ils le mettent noir sur blanc dans des rapports qu'on peut difficilement qualifier d'être amiches. Il y a des autorités en Belgique qui ont aussi fait ce type de mesures ou ce type de simulation et qui disent, voilà, pour que la 5G fonctionne, ça suppose que les seuils minimums d'exposition qu'on a au niveau de la population, typiquement, par exemple, c'est à Bruxelles, où sur Bruxelles, on est sur une norme admise, enfin une limite d'exposition admise qui est à 6 volts par mètre, eh ben, ça suppose de l'augmenter à 14 volts par mètre. C'est ce que va dire l'autorité des fréquences belge. D'accord? On a le même type de simulation, le même type de constat de la part des autorités suisses. Ok, voilà. Donc ça, c'est uniquement sur le pendant technique. Ensuite, il y a des gens qui sont spécialistes en météo, des scientifiques qui se préoccupent, qui d'ailleurs suivent des satellites qui sont dans l'espace, des satellites qui auscultent et qui regardent le climat terrestre Mmh. et qui suivent les pluies, les précipitations, le climat, le vent, les tempêtes et patins et couffins, et qui ont lancé des satellites depuis 20-30 ans dans l'espace et qui récoltent des données comme ça tout le temps. Ils sont montés au créneau il y a 3-4 ans pour dire hey, les gars, vous êtes sympas, mais il y a une gamme de fréquences que vous voulez utiliser pour la 5G. C'est la gamme de fréquences, enfin en tout cas, c'est la famille de fréquences qu'on utilise nous pour étudier ce qui se passe en termes de présence de l'eau en vapeur, en suspension dans l'atmosphère terrestre. Donc, si vous utilisez cette fréquence-là pour envoyer des données, nous, ça va nous créer des bugs, ça va nous leurrer les données, ça va fausser les données qu'on récolte et ça va nous donner des fausses informations. Ça va parasiter l'écoute que l'on a à partir de rayonnements électromagnétiques, c'est-à-dire Ouais. qu'eux-mêmes ont envoyé des rayonnements électromagnétiques à une certaine puissance pour, en gros, filtrer l'atmosphère terrestre et recevoir en écho, en feedback, s'il y avait un peu, beaucoup, passionnément d'eau dans l'air, des gros nuages, beaucoup de pluie, une pluie fine et patati et patata. Et donc, c'est les fameuses ondes à 27 gigahertz, c'est les ondes millimétriques. Ouais. Et donc, parce qu'il y a 4-5 familles de fréquences, portions de fréquences que la 5G a Oui. préemptées dans son développement. Et donc aujourd'hui, on est avec la 5G qui est déployée aujourd'hui, c'est une fausse 5G. Ou en tout cas, c'est une vraie fausse 4G. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des bandes fréquences de la 4G qui sont utilisées pour des services 5G avec des astuces, avec des formules mathématiques, des équations, des algorithmes Mmh. qui permettent de coder l'information pour que ça soit selon le protocole 5G de transmission des données. Mais on occupe des bandes de fréquences qui étaient des bandes de fréquences qui étaient utilisées par la 4G. D'accord? Ça, c'est ce D'accord. qui marche aujourd'hui. Demain ou après-demain, c'est-à-dire dans 1 an ou dans 2 ans, on va avoir des gammes de fréquences qui devraient arriver autour des 5 GHz, autour des 8 GHz, autour des 10 GHz. C'est ce qui est annoncé d'ici 2025. Mais pour l'instant, elles ne sont pas encore tout à fait là. Et en même temps, ça n'empêche pas qu'il y a quand même des tests à taille réelle
ponctuellement, avec une antenne relais par-ci, une antenne relais par-là, dans des villes, notamment en France, hein, Mmh. à Nantes, à Paris, à Marseille, voilà, dans les plus grandes villes. Les maires écolos qui ont cherché à à empêcher le développement de la 5G ou à faire un moratoire sur le déploiement de la 5G dans leur ville, malheureusement, quasiment aucun n'a réussi à bloquer le déploiement de la 5G parce qu'il y a eu beaucoup de pression de partout, qui n'est pas simplement financière, et qui fait que Ouais. c'était très compliqué pour eux. Enfin, et c'est arrivé même parfois qu'ils soient mis devant le fait accompli. Et donc après, donc on a des météorologues spécialistes de l'écoute de l'eau sur Terre et du climat qui sont montés au créneau pour dire la gamme de fréquences autour des 27 GHz, la bande de fréquences autour des 24-27 GHz, n'y allez pas, ça va fausser nos appareils de mesure. Bon, ben, finalement, dans une conférence d'arbitrage entre les scientifiques et les télécoms, ben, c'est les télécoms qui ont gagné. Donc là, les scientifiques de la météo, ils ont bien les boules et ils estiment que ça va faire à peu près un recul d'environ 30. Enfin, le risque de parasite radio que va générer cette occupation de cette bande de fréquences-là, ça va fabriquer des faux positifs, ça va fabriquer des faux négatifs. Bref, ça va fausser, ça va leurrer les systèmes qui sont en place aujourd'hui et c'est un peu dommage. Autre exemple, et puis il y a d'autres études qui ont été faites qui, elles, sont des simulations sur ordinateur, où on a utilisé ce qu'on appelle des fantômes, c'est-à-dire des mannequins virtuels, des simulations numériques, des jumeaux numériques d'enfants, d'insectes, de différents types d'animaux. Et ce qu'on voit, notamment une étude qui avait fait du bruit de mémoire, elle date de 2017, une étude qui avait fait du bruit, c'est que ça montrait que par rapport à la taille des longueurs d'onde utilisées par la 5G, notamment celles entre 5 et 10 GHz, en gros, à certaines tailles, la longueur de l'onde allait être de la dimension des insectes, de certains insectes. Et donc, ça allait faire chauffer les insectes. Et ça allait faire chauffer la carapace des insectes, ce qu'on appelle la chitine. Et donc, il allait y avoir comme ça des effets de chaleur, des effets thermiques, hein, pour rentrer dans ces fameuses distinctions entre effet thermique et effet non thermique. On allait avoir les insectes qui allaient un peu cramer, enfin qui allaient avoir franchement chaud, parce qu'ils allaient rentrer en résonance avec les ondes. D'autres études qui sont aussi des simulations faites sur ordinateur et faites par des labos et faites par des travaux d'université. Hein. Ce que je vous raconte, c'est des études qui ont été publiées dans les 4 dernières années dans des revues à comité de lecture. C'est que s'il y a des arbres, la 5G, ça ne marche pas. Ça ne passe pas bien. C'est-à-dire qu'en gros, et ça marche dans les deux cas, hein, c'est-à-dire c'est pas de bol. Hein, s'il y a des arbres avec des feuilles, ça absorbe jusqu'à 60% du signal. Ouais, c'est Donc, ça. ça veut dire, voilà, donc ça veut dire que ça va moins loin et ça veut dire qu'il faut plus d'antennes ou alors qu'il faut rayonner plus fort. Tout Ou à alors, fait, il faut ouais. couper les arbres. OK, donc c'est sympa. Hein, voilà. Donc, Eh ben, en tout cas c'est des travaux qui ont été faits par le ministère des Télécoms britannique. Et donc, s'il y a des feuilles, ça absorbe, parce que oui, dans les feuilles, il y a de l'eau, ça oui. absorbe les rayonnements de la 5G. Ces gammes de fréquences-là spécifiquement. Et s'il n'y a pas de feuilles, la structure ramifiée, comme on va le voir là maintenant avec l'automne ou avec l'hiver, et ben en fait, ça diffracte le signal, ça disperse le signal Oui, c'est ça. de télécom d'environ 30 Mmh. ou 40%. Donc, s'il y a des obstacles au milieu, et surtout si c'est des obstacles qui sont ramifiés en quelque sorte, eh ben, la 5G, elle n'aime pas ça. Donc, ça crée beaucoup. Voilà, ça, c'est le type d'études qui existe. Bon, il y a d'autres études qui laissent entendre, c'est des études, je ne peux pas dire que c'est des études théoriques, c'est d'autres formes de simulation qui vont un peu plus loin. Mais voilà déjà les données dont on peut disposer. Pour moi, la plus importante et la première à considérer, c'est celle qui est affichée et avancée par les autorités officielles, c'est-à-dire celles qui sont en faveur du développement de cette technologie, qui avouent eux-mêmes, parce que c'est objectif, parce qu'on ne peut pas dire autrement, donc on peut envisager que ce sont des scénarios à minima, qu'il y aura une augmentation de l'exposition moyenne de la population à hauteur de 30% dans l'hypothèse d'un scénario généralisé de la 5G. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la 5G, en termes d'infrastructure technique, ça suppose aussi beaucoup d'autres appareils qui vont rayonner. Et donc, ce beaucoup d'autres appareils qui vont rayonner, ça, c'est pas pris en compte par les études qui anticipent comment va évoluer le Mmh. rayonnement ambiant, quoi. Voilà. Donc, ça aussi, ça va être c'est comme si ça fabriquait des sources secondaires, des sources de proximité de rayonnement individuel, y compris si on veut faire le parallèle avec le tabac, avec la cigarette, et qui va donc mettre des gens qui ne fument pas, ou des gens qui n'utilisent pas la 5G, ou des gens qui n'utilisent pas d'appareils sans fil sur eux, autre qu'un téléphone mobile ou des machins comme ça, à de la pollution passive.
Voilà ma O réponse, en ayant OK. essayé de faire court. C'est intéressant ce que tu viens de dire parce qu'il y a eu, il y a ça, pas si longtemps, bah, j'ai une copine là qui est justement en live, qui m'a dit que dans son village où elle habitait, heu, il y a les télécoms ouais, qu'ils ont voulu poser une antenne parce que, sur un terrain de, propriétaires, agriculteurs et ils ont réussi justement à freiner, l'implantation d'une antenne 5G, je crois. Et pour le deuxième, c'est même passé dans les médias, sur, comment ça s'appelle? Oui, BFM France 2 ou TV, France 3, ouais, ou BFM, ouais. Mmh. BFM, je crois que c'est en plus en région parisienne, je crois que c'est du côté de, enfin bref, je sais plus où que c'est. Les habitants de la commune, ils ont empêché parce que le maire avait fait venir une entreprise pour couper les arbres, tailler les arbres et replanter des arbres mais plus petits. Mmh. Justement pour faire passer les Voilà. pour Mais pas c'est fasse c'est passer c'est les c'est rayons de ça, la c'est 5G. ouais, c'est exactement ça, c'est intéressant, c'est intéressant ce que tu relates comme, cas de figure. Alors, tout d'abord, par rapport aux effets sur les animaux ou aux effets sur on pourrait dire des installations, agricoles, des élevages d'agriculteurs. Depuis le début, depuis les années 2002, on va avoir des témoignages, on a des cas, il y a même une association dédiée à ça, je crois que ça s'appelle Animaux sous tension, d'agriculteurs et d'élevage, que ça peut être des poules d'un côté, des poussins de l'autre, des lapins ailleurs, des vaches évidemment, fréquemment, ou des cochons, qui, vont témoigner que depuis qu'il y a un truc qui est arrivé dans le coin, ils savent pas quoi, à première vue, soudainement on a leurs animaux qui se portent pas bien. Et il y a plusieurs, et donc les vétos donnent leur langue au chat, sans faire d'humour là-dessus. Et en fait, à un moment donné, ça percute que c'est parce qu'il y a eu une antenne relais qui a été installée dans un coin. Comme officiellement, on considère qu'il n'y a pas de risque, donc c'est très compliqué pour qu'ils arrivent à faire entendre raison. Mais sauf que là, récemment, c'est passé cet été, il y a un agriculteur, la relation temporelle est tellement nette et tellement proche entre la mise en service de l'antenne et Mmh. les problèmes de santé qu'il a eu sur son élevage, qu'il a réussi pendant 15 jours ou même pendant 2 mois à bloquer le rayonnement de l'antenne. C'est-à-dire que le juge a décidé, pour que les expertises puissent avoir lieu, qu'on suspende le fonctionnement de l'antenne. Alors, en parallèle, on a malheureusement eu, c'est arrivé fin août, là, le Conseil d'État qui a décidé de casser cette décision de justice. Donc, je ne sais pas si elle a été appliquée ou pas appliquée, mais en tout cas, on voit très bien que par rapport, c'est l'expression que j'emploie moi, par rapport au négationnisme et au déni qu'il peut y avoir de la part des autorités publiques par rapport aux effets des ondes sur le vivant, et ben en fait, comme il y a des effets quand même, et ben, le réel est plus fort que la fiction ou que le récit, hein. Comme il y a des effets quand même, et ben, l'histoire ne s'arrête pas. Et les cas continuent à se multiplier, à avoir lieu, et les histoires continuent à se reproduire, à se répéter, avec des nouveaux témoignages qui arrivent et qui viennent remplacer ou prendre la relève des anciens témoignages que les historiens du secteur connaissent. OK? Et puis après, par rapport à ce que tu décrivais en disant que des gens ont réussi à bloquer l'installation d'antennes de 5G, ou du moins à empêcher le fait qu'on coupe des arbres, bah, moi je trouve que c'est une victoire qui est magnifique, c'est une victoire qui est symboliquement vraiment très très belle. Politiquement, on pourrait dire qu'elle illustre la convergence des luttes, c'est-à-dire le fait que le, la, le fait de militer ou de s'impliquer pour un environnement sain et pour vivre en bonne santé le plus possible, tous ensemble, et y compris, on pourrait dire, en mettant les mains dans la terre et en étant heureux de le faire, avec plein de vie, de microbiologie dans les sols, et Mmh. ben, c'est pas simplement je vais être contre l'antenne relais, mais je vais surtout être pour garder des arbres et pour qu'on ne coupe pas les arbres, parce que c'est complètement débile de couper les arbres. Mais ça, c'est lié à la fonction qu'ont les arbres. C'est les arbres qui amènent de l'humidité, c'est les arbres qui amènent de l'ombre. Éventuellement, ils peuvent même un peu dépolluer l'air ou dépolluer les sols. Donc franchement, couper des arbres qui sont en pleine santé et qui ont encore des dizaines d'années devant eux, au nom du fait de mettre des arbres plus petits, plus chétifs, plus fragiles, et qui donc vont en gros apporter, je raisonne vraiment basiquement de façon matérialiste, hein, qui vont apporter 10% des bénéfices qu'amènent des arbres plus matures. Ça montre bien comment le système marche sur la tête. Et vraiment, j'ai une vague de gratitude de dingue par rapport à l'anecdote que tu viens de nous partager, et ces personnes qui ont réussi à être des boucliers humains pour les arbres et à éviter qu'ils soient coupés. OK. Par contre, on sait, le pourcentage, des intérêts des lobbies sur ce domaine, justement sur la 5G?
Parce qu'on parle beaucoup des choses, mais on ne sait pas Bah, qu'est-ce que tu appelles le qui sont, pourcentage ou l'intérêt des lobbies? bah, comment je pourrais dire? Tout le mécanisme qui s'enchaîne à l'intérieur pour justement les antennes 5G parce qu'il n'y a pas que les grandes enseignes, téléphoniques, il y en a plein d'autres qui sont intéressés justement à poser, des antennes 5G parce qu'ils ont du Oui, mais si tu veux, restons simples. On va dire que le premier niveau, je vais te citer deux, trois niveaux d'intérêt ou deux, mmh, trois échelles d'intérêt. Le premier niveau d'intérêt, c'est basique, c'est les opérateurs télécoms. mmh, Heu Mais sauf que les opérateurs télécoms, c'est aussi des acteurs économiques et donc ouais, payer très cher le droit de faire de la 5G. Je prends l'image de la 5G comme ils avaient payé il y a 10 ans pour la 4G, 5 ans plus tôt pour la 3G, hein. C'est ce qu'on appelle des licences d'exploitation du spectre électromagnétique et notamment parce qu'il faut comprendre que notre environnement électromagnétique, les gammes de fréquences qui sont disponibles naturellement autour de nous, c'est un bien public, ça nous appartient à tous. C'est l'État qui choisit. C'est comme pour les autoroutes, quand on va dire ici, il y aura une concession d'autoroute. Là, on fait une concession d'exploitation d'une partie du spectre électromagnétique qui est présent autour de nous, d'une certaine gamme de fréquences. D'accord? mmh, Donc, c'est un bien qui appartient à la population, à la société civile. Et donc, c'est l'État qui choisit de mettre aux enchères des portions de gamme de fréquences qui correspondent aux normes techniques qui ont été fixées pour la nouvelle génération de téléphonie mobile. Donc, le premier acteur susceptible d'en bénéficier et de faire des profits avec et d'avoir un intérêt financier à y aller, c'est l'opérateur télécom. Sauf que l'opérateur télécom, s'il paye cher sa licence et que ça met très très longtemps et beaucoup d'années qu'il amortisse son mmh, investissement. Et qu'en plus, il fait les investissements, c'est-à-dire il achète la licence, il déploie les technologies, les antennes et les machins, mais que le marché ne décolle pas et que ça vivote, ben, ça lui fout les boules. ouais, bah, Et oui, sur la 5G, c'est la situation dans laquelle on est actuellement. C'est pour ça qu'il y a tellement de braderie aujourd'hui sur les forfaits 5G. De grâce, ne tombez pas dans le panneau, ne vous laissez pas avoir. Et ils sont même, on pourrait dire, dans de la vente forcée. Le terme est un peu erroné, on est plutôt dans du bundle, dans de la vente en lot et en paquet. C'est-à-dire que vous avez un nouveau téléphone, en même temps, votre téléphone va être compatible 5G et en même temps, on vous propose un changement de forfait qui permettra d'avoir un peu de 5G. Ok, c'est comme ça qu'actuellement, ils essayent de doper artificiellement et de faire décoller le marché de la 5G, parce que la 5G par rapport à la 4G, en gros, c'est censé être 100 fois plus rapide, 100 fois plus de données ou de data, 100 fois plus de temps, enfin un temps de réaction 100 fois plus ouais, faible, etc., etc. Mais sauf que, franchement, on n'a pas le besoin, et c'est parce on n'en a pas le besoin que ça ne se développe pas aujourd'hui. On n'est pas en train de télécharger des films toutes les 5 minutes sur notre téléphone. Au mieux, on le fait une fois par semaine et on va le faire depuis chez nous en ayant du Wi-Fi. On n'est pas en train de regarder des matchs de foot en permanence quand il est 17 heures dans son bus. Donc, ce qui fait que l'accès au débit tel qu'est promis par la 5G auprès du grand public, ça marche pas trop en fait. Et donc, le marché de la 5G, c'est d'abord un marché qu'on va appeler B2B. C'est-à-dire, c'est les entreprises qui oui, devraient en avoir besoin pour des services d'entreprise. Et c'est ça le vrai business model de la 5G. C'est pas le grand public. Je reviens sur le second niveau d'acteurs économiques qui pourraient avoir un intérêt au développement de la 5G. Donc, juste pour finir sur les télécoms, donc, pour l'instant, on leur demande de cracher un max de pognon pour investir et pour filer du fric à l'État. Euh, mais sauf que, ben, moi, j'ai vu passer des interviews dans la grande presse, dans les Échos, dans la Tribune, dans la presse économique, hein, dans les journaux, dans les quotidiens de la presse économique, où des responsables télécoms expliquent que, de chez Bouygues, de chez Orange d'ailleurs, ils expliquent, bon, c'est bien gentil tout ça, nous, on n'a même pas encore fini d'amortir nos investissements liés à la 4G. ouais, Donc, à bah, un ouais, moment donné, ça commence à s'essouffler financièrement, hein, la fuite en avant. Donc, ça, c'est là, on est au niveau acteurs télécoms. Donc, ce qui fait qu'il y a des acteurs télécoms l'an dernier, ou il y a 2 ans, qui accueillaient plutôt bien hein, l'idée d'un moratoire sur la 5G, parce que ça permettait de remettre à plus tard des trucs qui allaient être coûteux pour eux et de continuer à faire du cash avec la 4G et de continuer à amortir les investissements qui avaient été faits. Donc, ça, c'est le premier niveau d'acteurs économiques et de rationalité. Un second niveau, vous l'avez compris, c'est l'État
Mmh. L'État a intérêt à fourguer ses fréquences, l'État a intérêt à vendre ses fréquences parce que ça lui permet d'avoir des sous qui rentrent. Et quand on est dans des situations où on court après l'argent, où on a des déficits chroniques, où on a un problème de dette, tout ce qui peut rentrer comme argent, on est plutôt preneur. D'accord? Donc, ce qui C'est fait clair. que l'État aussi a intérêt à ce que le marché télécom ne faiblisse pas. D'accord? Et continue à grandir. Et après, derrière, on a une troisième catégorie d'acteurs, ça va être les fournisseurs d'équipements électroniques. Alors, Ouais. en Europe, on a eu toute une polémique entre est-ce que ça va être du Huawei ou est-ce que finalement c'est du Nokia ou du Ericsson. Bon, c'était parti pour être Huawei parce que en fait, c'est les Chinois, comme eux, ils ont des coûts de production très bas, automatiquement, ils étaient plutôt on va dire que j'étais plutôt mûr techniquement, mais surtout, ils avaient des produits qui tout de suite étaient à un prix moins cher que les autres et capables de produire en plus grande quantité. Donc, ce qui fait que s'il y avait besoin de s'équiper, d'acheter des équipements 5G, des antennes, des relais intermédiaires, des transfos, des machins, des trucs, et ben hop, on achète la techno chez les Chinois. Mais du coup, les Américains qui, eux, depuis le début de la téléphonie mobile, c'est eux qui avaient ce qu'on appelle la dominance technologique. C'est-à-dire, c'est eux Oui. qui maîtrisaient l'environnement technique ou technologique dans lequel on évoluait. Ben là, ils ont pas vu d'un bon œil le fait que ce soit les Chinois qui prennent la main sur la 5G. Donc, ce qui fait qu'ils sont montés au créneau pour dire Chinois méchants, Chinois espions, s'équiper 5G chez Huawei, c'est installer des traceurs et des micro-espions chez vous qui vont aspirer toutes les données sensibles. Donc, c'est assez rigolo d'entendre ça en 2020, en 2021, quand il y a 10 ans, on a eu Snowden qui nous a quand même raconté à tous que les États-Unis, depuis 2007 ou 2009, aspirent nos données en permanence. C'est quand même, c'est à la fois l'arroseur arrosé et c'est à la fois l'hôpital qui sauve Ouais. la charité, quoi. D'accord? C'est Donc, clair. ça, c'est juste en termes de géopolitique et d'électronique en termes d'accusation, hein, d'espionnage industriel ou d'espionnage via l'électronique. Ce que les États-Unis accusent les Chinois de faire ou pourraient faire avec Huawei et la 5G, avec la mise en place, si on utilise un terme un peu technique et branché, de backdoor et de trucs comme ça pour écouter ce qui peut se passer en termes d'écoute téléphonique, hein, au sens classique du terme, ou de collecte de données sensibles ou confidentielles. Bon, aux dernières nouvelles, ça fait 10 ans qu'on sait que les Américains font la même chose depuis 15 ans. Donc franchement, c'est fort de café de donner de l'importance, enfin, c'est pas de donner de l'importance, mais de se ranger du côté des Américains par rapport à ce type d'accusation ou ce type d'argument. C'est clair. Là, je suis entièrement d'accord parce que c'est vrai, même avec, certains réseaux, sociaux comme TikTok, on dit aussi la même chose, que les Chinois récupèrent des données, bah, les Voilà. autres font la même chose, hein. Voilà. Et puis Facebook fait la même chose. C'est pour ça que Ouais, Facebook, la CIA, les services américains travaillent ensemble. Google, enfin, juste pour l'histoire des technologies, pour que le rappeler si les personnes en ont pas forcément conscience. Internet au départ, Internet dans les années 65, 67, c'est un projet militaire. Ça s'appelle ARPANET avant de s'appeler Internet. Et c'est un projet qui est développé par l'armée américaine, qui est comment faire pour continuer à pouvoir échanger des données et communiquer de façon électronique, enfin par ordinateur, par email, par messagerie, par tout ça, mmh, si on a des explosions nucléaires qui viennent nous péter des émetteurs ou des antennes relais. Donc c'est comme ça que plutôt que de rester sur un modèle centralisé, ils imaginent un modèle décentralisé et un modèle qui fait que s'il y a des parties du réseau qui sont détruites, c'est pas grave, l'information peut contourner et passer par ailleurs. C'est comme ça que naît ce qu'a donné 20 ans après Internet. Voilà. mmh, Donc, OK, de toute façon, Internet, ou en tout cas les communications électroniques, sont des technologies militaires au niveau de leur origine. Donc, partez bien du principe que à partir du moment où c'est posté sur le net et sur les réseaux, c'est public, c'est transparent. Que ça soit crypté, pas crypté, l'histoire que ça soit crypté, oui, ça va tenir, c'est bien, mais il suffit d'avoir des machines suffisamment puissantes d'être suffisamment patient et tout ce qui sera crypté pourra être déplombé et décrypté un jour. C'est juste une question de temps et de puissance machine. C'est pas des particuliers qui vont pouvoir le faire, c'est des acteurs, des groupes, des forces qui ont mmh, accès à de la puissance. c'est clair et donc par rapport à tout ce que tu viens de dire, en fin de compte, c'est quoi véritablement le plan de la 5G? Parce que comme tu le dis, on a déjà la 3G, la 4G. C'est quoi, qui tourne autour de ce plan de la 5G?
Alors écoute, pour compléter, ce que je pouvais dire, puisque là j'ai raconté comment, les États-Unis ont pointé du doigt les Chinois en disant: «C'est des méchants, leur faites pas confiance», Mmh, avec, la 5G. Ce qui arrive derrière là, c'est la 6G. Ça fait 2 ouais, ans qu'on a des livres blancs qui sortent de chez plusieurs industriels. Il y a cette histoire que la 5G, va y avoir des nouvelles fréquences qui vont être mises en œuvre en 2025 ou alors en 2027, et puis en fait, c'est en 2030 qu'on aura la 6G qui va arriver. Bon, en Corée du Sud, il est question que la 6G, ils vont commencer à la déployer en 2026 ou en 2027, hein. Donc, c'est uniquement des choix des stratégies de marché et des choix politiques à la fin, quoi, d'y aller ou de ne pas y aller. Mais en tout cas, ça fait 3 ans qu'on a des livres blancs sur la 6G qui sont en train de sortir, 2 ans et demi, 3 ans. Il y a 2 ans, la Commission européenne a présenté EXA-X, EXA comme HEXA X, EXA-X, qui est donc son éventail de projets qui sont financés et qui sont autant de bêta-testing ou de recherche sur différentes technologies qui composeront comme ça la 6G, quoi. Parce que tant les États-Unis que l'Europe se disent bon, on l'a eu dans l'os pour la 5G, revenons sur la prédominance technologique on l'a eu dans l'os pour la 5G, redevenons les leaders technologiques avec la 6G. Et ce qui est particulier sur la 6G, il y a deux choses. Premièrement, moi je le vois dans les termes et les discours qui sont employés et les descriptions qui en sont faites. Ça vend du rêve, ça vend de la magie, comme on le faisait avec la 5G. Mais en gros, on recycle dans la 6G ce que la 5G ne fait pas encore. d'accord. D'accord? On a survendu les bénéfices de la 5G pour justifier d'y aller. Mais comme en fait, dans les faits, ça ne suit pas pour différentes raisons, recevabilité sociale, c'est compliqué technologiquement parce qu'il y a des arbres au milieu. Finalement, ça coûte trop cher, donc si on ne met pas les antennes tout de suite, c'est tant mieux pour tout le monde. Bref, du coup, les, le, le, les promesses et les bénéfices du ultra haut débit et de la connexion à fond et tout ça, hop, c'est recyclé dans la 6G. Et c'est recyclé avec des applications un peu de rêve ou de science-fiction, de type on va discuter avec des hologrammes, ça va être super, on sera en réalité augmentée. C'est Ready Player One à tous les étages, quoi, hein, quand vous lisez les livres blancs de chez Nokia, Ericsson ou de Samsung sur la 6G. Et puis l'autre point qui par contre est très important sur la 6G et qui est déjà en train de se mettre en place à travers les satellites qu'envoie Elon Musk et Starlink dans l'espace, c'est que on parle de réseaux hybrides. Des réseaux Mmh, hybrides, c'est-à-dire que c'est plusieurs technologies qui sont capables de discuter ensemble et de se connecter, de communiquer ensemble. Et donc, ça veut dire qu'on a les satellites là-haut qui font du Internet au débit. Ils ne font pas de la 5G, mais ils seront dans des gammes de fréquences qui correspondent à des gammes de fréquences que la 5G a réservées en quelque sorte. Et donc, les satellites qui se connectent avec les antennes sur Terre, les téléphones qui discutent avec les satellites, et puis quand on arrive près des immeubles ou près des maisons, ben là, on va basculer sur de la fibre optique, on va basculer sur du Wi-Fi à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle donc des réseaux hybrides où on a 4, 5 types de technologies différentes qui permettent de garder le signal et qui permettent de continuer à communiquer. Et donc, la 6G et l'Internet spatial fait vraiment partie prenante de la 6G, alors que c'était présent. Moi, j'ai des plaquettes qui sont faites par des fournisseurs de satellites et tout ça, qui parlent de 5G par satellite, hein, mmh. mais ça restait très confidentiel, alors que la 6G doit vraiment marquer l'avènement du réseau, des grids, des constellations de satellites autour de la Terre. Et donc là, c'est une nouvelle ligne de front, c'est une nouvelle dimension qu'il y a à prendre en compte. Et si on veut notamment garder cet effet overview, effect, comme on en parlait hors antenne juste avant qu'on débute, et qui est ce clair de terre qui est derrière toi, plutôt que de voir des satellites et des objets spatiaux en quantité qui passent leur temps à faire une grille autour de la Terre et à nous enfermer dedans, quoi. Voilà. Ouais, c'est clair. Mais, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, ça me fait penser à quelque chose, tout ça par rapport à la 5G. L'impression que tu rentres dans une ville où tout est connecté, tout est surveillé, le moindre fait et geste, les autoroutes où tu vas en voiture, tout est contrôlé et ça me fait un petit peu peur, quoi. Alors, merci de me tendre la perche. Je ne sais pas si tu Ouais, l'as fait, je l'ai peut-être fait tu l'as fait exprès. sciemment, mais voilà, mais je saute à pieds joints dans le panneau. Heu, hem, bon, parce que tu connais un peu mes analyses et mes points de vue, quoi. J'évoquais les limites économiques du modèle actuel de la 5G et notamment par rapport au grand public. J'ai évoqué le fait qu'en fait, la 5G, c'est un projet, B2B, c'est-à-dire d'entreprise à entreprise. C'est-à-dire qu'en gros,
un tiers du business model de la 5G, du modèle d'affaires de la 5G, c'est les appareils connectés et les véhicules autonomes. Donc, Ouais. la 5G a besoin de véhicules autonomes, la 5G a besoin de voitures autonomes et de véhicules connectés, de transport intelligent, on pourrait dire, pour exister. Pas parce qu'elle a besoin de transport intelligent, mais parce qu'elle a besoin d'avoir des volumes de données qui sont échangés en temps réel qui justifient que la 5G existe. Et OK. donc, ce que vous avez, donc après, ça se décline. Un tiers Mmh. du business model, enfin du modèle d'affaires, des projections sont fondées sur les véhicules intelligents et le développement des transports autonomes qui échangent plein de données en permanence. Le feu rouge, il est ici, mon voisin, il est là, la radio que tu écoutes, c'est ça, tiens, et voilà les cours de la bourse en direct, enfin voilà. Et donc, c'est même devenu ça fait partie du modèle d'affaires des fabricants de voitures que d'être propriétaire des data, des données qui sont échangées par le véhicule. Donc là aussi, il y a une lutte ou un combat au niveau des consommateurs qui est propriétaire des données. C'est moi ou c'est quelqu'un d'autre. Si c'est moi le producteur, ben, c'est comme le fait d'être en train d'écrire un texte ou de faire des photos. Le droit d'auteur, c'est moi. Donc je dois être rémunéré par rapport à l'utilisation qu'on fait de mes données. Et ce n'est pas à eux de me dérober mes données et d'en faire un usufruit. Et moi, je m'assois dessus et tant pis pour moi. Ok, c'est pareil pour les données de santé, hein, ce type de raisonnement. Donc, l'autre tiers du modèle de la 5G, ça va avec cette histoire des véhicules autonomes, mais c'est la seconde partie, c'est les objets connectés. Donc, les Ouais. objets connectés, c'est le frigo, c'est la télé, c'est le porte-clés, c'est aussi le mobilier urbain. C'est-à-dire que pareil, hein, Deco, les autres, ça fait 5 ans qu'ils bossent sur du mobilier urbain où un lampadaire, un feu rouge, un abribus, c'est autant de bornes Wi-Fi potentielles, de bornes 5G potentielles, qui vont rayonner à une faible portée, mais qui sont là pour échanger des données et que quand Ouais, toi, tu c'est arrives ça. avec ton téléphone et ton smartphone, bah, tu pourras faire des trucs en passant par le mobilier urbain et donc ça allège d'autant plus les datas qui passent par l'antenne relais. Mmh, mmh, D'accord? mmh, mmh, mmh. Donc, la prolifération, et donc plus les objets sont autonomes, plus les objets sont intelligents, plus les objets euh, vont, sont programmés pour collecter des données et pour envoyer des données, pour les transmettre, plus ça occupe de la bande passante. Plus il y a besoin de beaucoup de bandes passantes pour faire circuler toutes ces données qui vont circuler. Et le dernier tiers, c'est le big data. Et donc derrière, c'est l'intelligence artificielle, parce que sans intelligence artificielle, tu ne peux pas faire de big data. Et les trois mis ensemble, ça te fait un modèle qui est effectivement celui d'une société de surveillance où il y a de la data partout, ou en tout cas tous les objets de notre environnement fabriquent de la data. Et c'est ce qu'on appelle le capitalisme de la surveillance. Hein. C'est une notion qui a été posée il y a 4-5 ans par des universitaires américains et qu'on doit vraiment tous avoir en tête. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans des histoires politiques de société de la surveillance et de le fait que vous êtes puni ou sanctionné ou que vous devez filer droit, ça c'est possible, c'est envisageable. C'est d'abord le fait que toutes les données qu'on récolte sur vous ou sur votre activité ou sur votre comportement ou sur vos déplacements ou sur ce que vous consommez, ces données-là qui sont collectées en permanence et de toutes les manières possibles, c'est ça a de la valeur et c'est ces données-là qui fabriquent le revenu de ceux qui récupèrent les données. Et OK. donc, ils ont intérêt à avoir une infrastructure qui surveille et qui collecte des données sur tout, puisque c'est ça qu'ils revendent et qu'ils font mouliner pour développer le business. Mmh, 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 mmh. C'est clair. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance, qui est donc la fusion, on pourrait dire, entre le capitalisme et la société de surveillance. Voilà. D'accord, OK. Parce que c'est vrai que c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que moi, il y a de ça combien de temps? Il y a 13-14 ans, je travaillais justement déjà dans le mobilier urbain, donc on avait déjà à cette époque, tu sais, les panneaux, d'information qu'ils ont les mairies, elles étaient déjà connectées, donc tu pouvais rentrer les données déjà à l'intérieur, donc ça existe déjà depuis pas mal de temps ça. Et ça s'est encore, plus développé, depuis quelques années, on le Bah, voit sur maintenant, Paris, en tout cas, on voit très bien les panneaux de pub qui sont interactifs avec des écrans qui clignotent dans ouais, le c'est clair. métro et qui ont une consommation, une empreinte énergétique, ils ont une empreinte écologique et une empreinte énergétique très importante, voire même scandaleuse. Et moi, je ne comprends même pas comment
La RATP, en tant qu'entreprise qui affiche ce qu'on appelle de la responsabilité sociale et environnementale, se retrouve à accepter de déployer ce type de technologie compte tenu du gaspillage et de la consommation de ressources que ces technologies supposent. Ça, c'est un message direct pour eux. Après, comment ils vont faire pour stocker justement les domaines humains et le flux de Écoute, et par quel moyen? ouais, écoute, pour moi, je suis beaucoup plus sur, moi, pour moi, de toute façon, je suis comme pour vous, la plupart d'entre vous. Là, on a vraiment décrit, ce qui est présent dans les projections marketing, ce qui est présent dans la tête de ces personnes, Mmh. ce qui est présent pour, lever des fonds et y aller, hein. Parce qu'on est vraiment sur, c'est pour ça que je parle la culture startup, c'est le fait de vendre du rêve, Ouais, c'est par ça. rapport à des technologies qui viennent en promettant monts et merveilles. Et en échange, tu as de l'argent qui rentre. OK, voilà, c'est le mot. Et donc, ce qui fait que c'est pour ça que 80% des startups, ça ne donne rien, ou en tout cas, on est avec des résultats qui sont en deçà des espérances, parce que en fait, c'est la culture de la startup. C'est de te vendre des mirages. OK, voilà. Donc, ça te vend du rêve. Euh, Moi, la réalité, ce qui se déroule aujourd'hui, ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'une infrastructure comme ça, c'est pas forcément tenable et ça va peut-être ça paraît difficile à être mis en place compte tenu de la consommation d'énergie que ça suppose. Et OK. donc, on a un gros problème d'alimentation électrique. On a un gros problème en alimentation d'énergie. On est en train de le constater, on est en train de l'apprendre de façon un peu brutale et rude là, actuellement. On en est au point où, si vous passez en revue rapidement les déclarations, des politiques, en Allemagne, en France, il y a 2 semaines, où certains experts, des experts, de chez EDF, hein, par exemple, hein, des gens de chez RTE qui disaient ça, on en était au point où, en gros, ils espèrent que l'hiver ne sera pas trop rigoureux. Et c'est ça qui permettra d'éviter qu'on ait des coupures de courant. Donc, c'est pour vous montrer le degré de fragilité qu'on a atteint au niveau de nos infrastructures et le fait qu'il y ait une espèce d'instabilité sous-jacente qui est dissimulée comme on peut. Mais pourquoi? Parce qu'il y a les cultures du juste à temps, il y a les cultures du temps réel. Et ces cultures du temps réel et du juste à temps et de l'optimisation qui est sous-jacente derrière ça, de Mmh. performance sans qu'il y ait de redondance, sans qu'il y ait de sécurité, ça fabrique de la fragilité. Parce que s'il y a un truc qui pète, Ah bah et oui, bah, il y a tout le comme si reste qui vous avez tombe, enlevé les circuits de redondance qui sont autour, et ben, il y a tout qui tombe en panne, quoi. c'est clair. Donc en gros, comme tu l'avais dit, lors de ta dernière conférence, en fin de compte, les startups, ils nous vendent que du vent. Ben, c'est leur business model, en fait. Ouais. Le modèle d'affaires de la startup, c'est de faire des promesses pour lever des fonds. Donc, par essence, c'est la culture startup. Donc, quand Macron te parle de Startup Nation, c'est donc une nation, un pays, une économie qui vit dans du virtuel, qui vit dans du rêve, qui prend ses rêves pour des réalités et qui vend du mirage. On est dans une société de l'illusion, ok? Et donc ça, c'est ultra dangereux parce que c'est ça qui fait perdre pied avec le réel et c'est ça qui fait que du coup on a enfin, je vais pas dire des mauvaises surprises, mais que du coup on a un choc, quoi. On a le choc de la réalité. Et le choc de Mmh. la réalité, c'est ce qui est en train d'arriver maintenant. Pas avec le fait que Poutine fasse une guerre aux portes de l'Europe, avec le fait que quand on analyse tous les spécialistes de l'énergie, et ben, ça fait 10 ans qu'on prévient qu'il faut qu'on sorte de notre dépendance aux énergies fossiles. Et donc, et là, on a à la fois un problème où on pourrait avoir un problème d'approvisionnement en énergie fossile, combiné au fait qu'on a des modifications climatiques, qu'on croit ou pas au réchauffement climatique. Hein, je ne m'occupe pas de ça, je ne rentre pas là-dedans, je n'ai pas envie d'entrer dans ce débat, ce n'est pas mon truc. Qu'on y croit ou pas, de toute façon, il y a une modification du climat qui a lieu. Cette modification du climat s'accompagne du fait que ça fout le bordel sur l'énergie hydroélectrique et ça fout éventuellement le bordel sur l'énergie solaire ou sur l'énergie éolienne. Donc, du coup, on a la double peine. Quand tu vois que l'Allemagne est en train de rouvrir ses centrales à charbon, c'est-à-dire de revenir à des énergies qui étaient celles avant le pétrole pour fournir de l'électricité, ben, franchement, c'est pas le meilleur chemin pour réduire l'empreinte énergétique ou pour atténuer les émissions carbone dans l'air, quoi. Voilà. Les émissions de OK, gaz carbonique, je veux dire. OK. Tu sais les fréquences, des téléphones,
des téléphones portables actuels, c'est quoi leur fréquence? Ils en ont plusieurs. C'est pour ça que quand tu achètes un téléphone, autrefois en tout cas, on te disait que ton téléphone, il était bibande ou tribande. Ouais. Et donc, bibande ou tribande, ça veut dire qu'il faisait à la fois 2G, 3G, 4G. Donc, ça veut dire qu'il faisait à la fois du 900 MHz, qu'il faisait du 1800 MHz, qu'il faisait du 2,4 GHz, qui correspond à le 2,4 GHz, ça correspond à du 2400 MHz. Hein. On est sur le gigahertz, 1 GHz égale 1000 MHz. D'accord. On est sur ces trucs-là. Mmh. Donc, 2,4 GHz, 4,5 GHz, et puis là, il est question qu'il y ait du 3,5, qu'il y ait du 5,2, qu'il y ait du 7,8. Voilà, on a plusieurs comme ça, strates comme un millefeuille qui sont promises. Et là, les anciennes gammes de fréquences, celles qui étaient à 600 MHz ou celles qui étaient à 800 MHz ou même à 900 MHz, sont remplacées par des nouvelles générations de codage d'informations, mais qui continuent à occuper ces bandes de fréquences. Donc en fait, c'est un des problèmes de l'exposition chronique ou de l'exposition globale quand on cumule toutes les gammes de fréquences ou toutes les sources d'exposition, c'est qu'on est toujours en train de rajouter des couches au millefeuille, on n'est jamais en train d'en enlever. Donc à un moment Mmh. donné, le corps humain, les insectes, les animaux et les arbres et les abeilles, où eh ben, ils disent stop, quoi, c'est bon, je me casse. Hein. C'est Et clair, maintenant, tu te casses. Voilà, c'est un peu ça. c'est clair. Et là, logiquement pour, la nouvelle, bande fréquence pour la 5G, est-ce qu'elle est nocive pour, les humains? Tu nous as déjà répondu sur cette question, mais Alors, il alors, globalement parlant, c'est pas tant la 5G qui est plus nocive qu'une autre. Ça, peut-être de façon résiduelle, de façon ponctuelle, de façon ciblée. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait envisageable. Euh, c'est, nous sommes des organismes électrosensibles et magnétosensibles. ouais. Le vivant est bâti comme ça. Et donc, des émetteurs radio, des sources d'émissions et de rayonnement électromagnétique autour de nous, envoie une énergie électromagnétique qui modifie notre environnement, qui est captée par notre corps. Est-ce que ça nous fait quelque chose? Est-ce que ça nous traverse? Est-ce que ça nous fait rien? Est-ce qu'il n'y a pas d'effet? Est-ce qu'on a chaud? Est-ce qu'on a froid? Est-ce que ça fait trembler? Est-ce que ça modifie nos ondes cérébrales? Est-ce que ça crée des palpitations? Est-ce que ça empêche de dormir? Est-ce que ça crée un état de stress ou d'irritation? OK. Donc, euh, plus on rajoute d'appareils qui rayonnent autour de nous, que ce soit des appareils qui rayonnent de très loin ou des appareils qui rayonnent de très près, plus on rajoute d'appareils, plus, en quelque sorte, on sature notre environnement invisible. Et plus, en quelque sorte, ça fait de rayonnement et de mouvement, je vais expliquer ça juste après, là, au niveau Mmh. des ondes et des fréquences, plus ça fait de rayonnement et de mouvement et de stimulation électrique, magnétique ou électromagnétique qui vont venir percuter et qui vont venir pénétrer notre corps. Mais sauf Mmh. que notre corps, la peau, elle réagit pas pareil que les yeux. Les cellules du cerveau, ça réagit pas pareil que les cellules sexuelles. Le cœur, ça réagit pas pareil que la peau ou les cheveux, d'accord. Donc, ce qui fait qu'on a plein de nuances comme ça qui existent, qui font que même si on fait des études en théorie, en simulation, sur ordinateur ou en labo, de toute façon, les études qu'on va faire sont une approximation par rapport à la réalité de ce qui va se passer. Parce que si chez vous, vous avez du mobilier métallique, ça ne va pas du tout créer la même ambiance et le même environnement électromagnétique que si vous avez des meubles en plastique ou si vous avez des meubles en bois. Je prends exprès les trois cas de figure. Le métal, ça va amplifier les rayonnements électromagnétiques. C'est-à-dire que donc, on va avoir un effet de rebond qui fait que ça rebondit partout et machin. Que vous soyez Mmh. dans la voiture, que vous soyez chez vous avec des volets métalliques fermés ou que vous soyez avec une table métallique et des chaises métalliques, le rayonnement que vous allez avoir chez vous, ce que vous allez rayonner, par exemple, quand vous utilisez un téléphone sans fil, celui avec la borne, là, dont je parlais tout à l'heure, des téléphones DECT, si vous l'utilisez, eh ben, il va rayonner entre le téléphone et avec la borne, parce que la borne, c'est l'équivalent d'une mini antenne relais que vous Mmh. avez à Ouais. l'intérieur de chez vous. Hein. Voilà. Donc, ça va rayonner, ça va communiquer, et si vous avez de l'électronique ou du métallique, eh ben, ça rebondit dessus ou ça passe par là. Quoi. Il y avait des personnes, moi j'avais vu passer le cas de personnes qui avaient de jeunes, mettons, qui avaient 25 ans, qui dans leur chambre avaient l'ordinateur, la guitare électrique, le radio-réveil,
et puis la box Wi-Fi. Bon, ben, vous imaginez, le truc pendant la nuit commence à rayonner dans tous les sens, et surtout si en plus il passait un coup de fil ou si en plus il foutait l'ordinateur sans fil, l'ordinateur portable sur ses genoux, quoi. Vous voyez, donc ça rebondissait de partout. Si vous avez du plastique, le plastique, lui, il est plutôt normalement, c'est pas conducteur. Donc, ça veut dire que vous allez avoir des charges électriques qui vont venir s'accumuler à la surface du matériau. Et donc, ça donne les coups de jus que vous allez avoir en touchant des surfaces plastiques. Mmh. Ou ça donne la fameuse électricité statique qui fait que vous allez avoir les chemises ou les cheveux qui vont coller et qui vont adhérer au fauteuil en plastique, au mobilier en plastique. Et ça augmente la quantité de charges électriques qui sont présentes à la surface du corps, parce que la peau aussi, Mmh. c'est un système isolant. L'intérieur du corps est conducteur, mais la peau est isolante. C'est les points d'acupuncture qui sont conducteurs, mais ça, on pourra en reparler après. Et donc, vous allez avoir des charges électriques qui s'accumulent sur la peau, et cette charge électrique, pareil, à un moment donné, votre corps, il en a ras-le-bol. Donc, il va avoir envie de passer les mains sous l'eau pour drainer les charges électriques et les évacuer. Et si vous ne le faites pas, elles s'accumulent sur vous, et pareil, ça perturbe, ça modifie votre métabolisme. Dernier cas de figure, c'est le bois. Le bois, c'est pareil, c'est un isolant. Donc, par rapport à ça, c'est pour ça que dans les maisons, on a une notion qui est celle de la prise de terre. La prise de terre, elle est super importante pour, en quelque sorte, drainer tous les excès d'électricité qui sont liés à votre installation électrique et que ça aille dans le sol et que ça soit drainé. Mais il faut avoir une bonne prise de terre. Voilà, bon, il y a plein Ouais. de choses comme ça, de trucs et astuces à connaître. Et par contre, sinon, au niveau des antennes, elles rayonnent à partir de combien en niveau distance? Alors, il y a deux écoles de pensée par rapport à ça. Il y a ceux qui vont dire que les antennes relais, quand tu es dessous, tu crains rien. C'est ce qu'ils appellent l'effet parapluie. Et donc, ça rayonne autour, mais ça ne rayonne pas dessous. Ça, c'est gentil par rapport au fait que ça rayonne, les ondes radio qui sont utilisées, les ondes radiofréquences qui sont utilisées pour communiquer. Mais sauf que l'antenne relais, elle est reliée au réseau électrique. Et Ouais. donc, de toute façon, elle a un champ basse fréquence, comme n'importe quel appareil qui est branché sur le réseau électrique. Elle va, parce qu'elle est branchée au réseau électrique, elle rayonne un champ basse fréquence qui est celui du réseau électrique, c'est-à-dire 50 Hertz par seconde, par exemple. Mmh. Alors, le Hertz, les fréquences, hein, le Hertz, c'est la façon dont on va dire les fréquences. Tout à l'heure, j'utilisais le mot mégahertz, j'ai utilisé le mot gigahertz. On Mmh. peut utiliser le mot kilohertz, c'est-à-dire 1000 Hertz. Donc, 10 kHz, ça correspond à 10 000 Hertz. L'électricité électrique, sa fréquence, c'est 50 Hertz. Et donc, le Hertz, c'est une fois par seconde. Donc, 50 Hertz, ça veut dire que vous avez un mouvement d'oscillation comme ça, qui monte et qui vient. L'onde, ça pulse, ça bouge comme ça Ouais. 50 fois par seconde. Ça, c'est Et si vous êtes à 10 000 Hertz, c'est 10 000 fois par seconde. Si vous êtes à 900 MHz, comme je le disais tout à l'heure pour la téléphonie mobile, pour une des technologies de la norme GSM de la téléphonie mobile, eh bien, ça va être 900 millions de fois par seconde. Et si vous êtes avec le gigahertz, c'est des milliards de fois par seconde. OK, c'est quand même assez, Ça pulse. On est sur un truc qui ouais, pulse et qui qui pulse pulse, ouais. plus ou moins rapidement. Nous, l'activité du cerveau, l'activité électrique du cerveau, donc les ondes électromagnétiques, les ondes électriques qu'on peut mesurer avec les casques, là où on a des capteurs sur le front pour capter l'activité électrique du cerveau, on est sur du 15 Hertz, 10 Hertz, 7 Hertz. Quand on dort, on est avec du 3 Hertz. Et on est sur une électricité qui est d'origine électrochimique, mais on est sur des va-et-vient qui vont être comme ça, beaucoup plus lents. Et puis il y a des moments où on est super excité, on a plein d'idées dans la tête, on est en mode Eureka, là, c'est comme l'ampoule qui s'illumine. Mmh. Ben là, on monte dans une nouvelle catégorie d'ondes cérébrales qu'on a détectées, découvertes, cernées, qu'on explore depuis une quinzaine d'années, qu'on appelle les ondes gamma. C'est les ondes de l'extase, c'est les ondes de l'effet Eureka, c'est les ondes des fulgurances. Voilà, c'est les ondes cérébrales des fulgurances. Et donc, les ondes gamma, c'est au-dessus de 40 Hertz jusqu'à 300 Hertz. OK. Voilà. C'est quand même, moi, ce qui c'est quand même assez choquant. C'est pas choquant, si. Moi, ça me fait peur parce que quand tu expliques tout ça, c'est-à-dire qu'on va être constamment envahi, partout que tu vas. C'est-à-dire que tu vas dormir, que tu vas dans ta voiture, partout, on va être envahi de fréquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Moi, ça me choque. Bah, tu as raison.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu as raison. Moi, j'ai pu remarquer en tout cas, parce que évidemment, moi, je suis branché là-dessus depuis les années. Je suis branché sur les ondes électromagnétiques, hein, qu'elles soient positives, bonnes pour la santé ou utilisées en médecine électromagnétique, ou qu'elles soient, ou justement le corollaire, c'est l'approche pollution électromagnétique et source de nuisance et toxicité. Je suis branché sur ces sujets-là depuis 98, 99 à peu près, depuis, pardon, 1998 ou 1999. Donc, ça date du siècle dernier. C'est rigolo de le dire ainsi. Et puis, je, je me suis beaucoup intéressé aux pollutions électromagnétiques depuis 2002-2003 à peu près. Voilà. Mmh. Avant, je me suis intéressé à l'aspect médecine électromagnétique. Donc, ce qui fait que pour moi, le fait que les ondes électromagnétiques, qu'elles soient naturelles ou artificielles, aient un impact sur le corps et modifient l'activité du corps, moi, c'est un truc qui est déjà totalement digéré dans ma vision du monde parce que j'ai eu le temps d'assimiler cette information et parce Mmh. que je me suis, encore une fois, au niveau de ma méthode, basé uniquement sur des publications scientifiques. C'est-à-dire que c'est Mmh. depuis les années 50 qu'on a des articles scientifiques, on pourrait dire modernes ou sérieux ou solides, universitaires, qui documentent la façon dont des graines, par exemple, vont réagir en fonction du champ magnétique qu'on va leur présenter. Et la racine va pousser dans une certaine, le radicelle va pousser dans une certaine direction. Parce que les arbres et les plantes, bien entendu, sont elles aussi électrosensibles ou magnétosensibles. Mais pour autant, des descriptions d'expériences qui montrent une sensibilité du corps humain, du vivant à l'électricité, ça date depuis les années 1890. En 1890, on a des gens aux États-Unis, c'est Tesla, ou d'Arsonval en France, qui explorent l'utilisation de courants électriques pour soigner les gens et pour remettre de la santé. Euh, et rappelez-vous ce qu'on a pu apprendre au collège ou au lycée avec les piles de chez Volta, de l'italien Volta. Il mettait en évidence l'électricité des muscles et du vivant avec des pattes de grenouille qui avaient des réflexes qui bougeaient en présence de courant électrique. Okay, donc, c'est pas parce que la science moderne a documenté ça finement, en mesurant le voltage, en mesurant l'ampérage, en calculant le nombre de charges d'électrons qui circulent ou en calculant le nombre de protons qui circulent et patati et patata, que ça n'existe pas. La science est juste en permanence en train de courir après la réalité et de documenter ce qui se passe dans la réalité. Donc, moi, la science en tant que moteur de curiosité et de compréhension des choses, moi, je trouve ça génial. La science en tant que dogme qui ferme les choses et qui exclut des phénomènes du réel, alors que le réel est plus fort que le récit, hein, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, Mmh. et ben ça pour moi c'est de la mauvaise science, ou en tout cas c'est une science qui est pervertie, qui est dévoyée et qui a été oui c'est ça, tordue par des intérêts privés qui ont d'autres intérêts que celui de la connaissance ou que celui du développement humain et de notre santé. OK. J'ai encore 2 questions, après on va changer, on va passer, à l'électro, j'ai oublié le nom. Sensibilité. Voilà, L'électroculture. électroculture, voilà, merci. Dis-moi, est-ce que tu as peut-être, des, comment dire? Est-ce que tu peux donner des conseils justement aux gens, comment ils peuvent se protéger, des fréquences Oui, justement? je vais donner 2-3 conseils. Alors oui, c'était quelque chose que je commençais à dire tout à l'heure et puis j'ai oublié. Donc moi, évidemment, je fais le test, ou en tout cas, je ne peux pas m'empêcher de faire le test quand je suis chez moi ou quand je suis ailleurs ou quand je suis chez des amis. Je vais regarder avec mon téléphone portable combien il y a de réseaux Wi-Fi dans le coin. Et donc, il y en a 3, il y en a 10, il y en a 30. OK, ça dépend des endroits. Mais en tout cas, en fonction, et puis chaque réseau, est-ce qu'on le capte un peu, beaucoup, passionnément. Donc, ce qui fait qu'en fonction des situations, ben, quand il y en a beaucoup et qu'on les capte tous avec 4 machins là, et ben franchement, je dors pas avec le même niveau de qualité que quand il y a rien du tout ou un seul avec deux petits niveaux de captation, quoi. D'accord? OK. Donc voilà, ça c'est un truc déjà qui permet de bon, on est tous électrosensibles et il y a une partie d'entre nous qui vont devenir électro-hypersensibles, c'est-à-dire allergiques ou intolérants à l'exposition aux ondes électromagnétiques. Certains EHS, c'est comme ça qu'on abrège les électro-hypersensibles. Certains EHS vont être sensibles aux ondes du réseau électrique et d'autres HS vont être sensibles aux ondes du téléphone mobile, et etc. etc. Et puis, de toute façon, tendanciellement, ils deviennent sensibles à tout, quoi, parce que Mmh. progressivement, ça se propage et ça contamine d'autres gammes de fréquences, en quelque sorte. Alors,
pour se protéger, 2-3 conseils de base. Le premier, on éteint ou on éloigne, mais le mieux, le plus simple, c'est quand même de le mettre sur le mode avion, son téléphone pendant la nuit. Ça évite d'avoir le truc qui rayonne tout le temps, toute la nuit, et d'avoir des impulsions, même si on est sur des forces faibles, mais des signaux que notre corps va capter, que notre système nerveux va capter. Ça évite d'avoir des trucs comme ça qui viennent pulser tout le temps. Et sinon, le plus simple, c'est pas forcément de l'éteindre, c'est de le foutre dans une autre pièce, de l'éloigner. Puisque plus on est proche de la source du rayonnement, plus on est proche de ce qu'on appelle du foyer, plus on va être exposé. Et c'est pareil qu'avec un haut-parleur. Si on est proche du haut-parleur, on a plus de son dans la figure que si on est loin. C'est pareil pour une explosion atomique. Si on est proche de l'épicentre, eh ben, on est un peu vaporisé. Et si on est loin, bon, ben, on prend une dose de radioactivité, mais on survit encore un peu. Voilà. OK. L'autre truc, c'est pas de téléphone sans fil chez soi. Alors, ça peut paraître un peu pénible ou rétrograde, mais ou alors en tout cas, enfin moi perso, c'est pas de téléphone sans fil chez soi, au sens pas de DECT, de téléphone DECT, les téléphones domestiques, les téléphones de maison. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la borne sans fil sur lequel vous le mettez pour le recharger, la borne sur lequel là où vous le placez pour le recharger, cette borne, c'est une antenne relais. C'est pour ça Mmh. que sur les emballages, il y a marqué portée 300 mètres, portée 200 mètres. Ok, c'est l'équivalent d'une mini antenne relais que vous avez à l'intérieur de chez vous. Et ça rayonne un max, ça crache sévère ce truc. Et comme ça crache sévère, bah, ce n'est pas la peine d'avoir ça chez soi qui rayonne. Alors du coup, on va se dire, bon, bah, super, je vais penser à poser mon téléphone sur la borne. Sauf que 80% des modèles sur le marché continuent à rayonner même quand le téléphone est sur la borne. C'est que Mmh. des téléphones qu'on va appeler éco-conçus ou des DECT qui sont éco-conçus, qui, premièrement, quand on communique, est très attentif à rayonner le moins possible, et deuxio, quand le téléphone est posé sur son socle, qui va éviter que ça rayonne. Mais comment est-ce que vous avez fait gaffe à savoir si votre téléphone était éco-conçu ou pas? En général, c'est pas gagné. Donc, c'est la moindre des choses que les téléphones soient éco-conçus et qu'ils envisagent de rayonner le moins possible, mais évitez d'avoir une antenne relais à l'intérieur de chez vous. OK, ça, c'est le premier truc. Troisième, bon, maintenant, en général, c'est plus pareil qu'il y a 10 ans, mais les box Wi-Fi, tout ça, euh, ça rayonne un peu quand même, quoi. Et donc, on avait et avant, c'était un peu le Far West. On avait des bornes Wi-Fi qui étaient réglées très fort et qui rayonnaient très fort, et et d'autres qui étaient qui étaient réglées plutôt faibles et qui rayonnaient faible. Et ce qui fait que c'était un peu la roulette russe, quoi. Mais dites-vous bien que le Wi-Fi, c'est pas anodin. Donc, si vous avez des enfants, c'est plutôt bien que que l'exposition Wi-Fi soit ponctuelle plutôt qu'elle soit chronique. Chronique, ça veut dire des expositions en continu pendant 8 heures d'affilée ou pendant plus longtemps. Mmh. D'accord? Donc, ponctuel, bon, ben, pendant un quart d'heure, pendant 1 heure, 2 heures dans la journée, et puis hop, après on coupe, et surtout la nuit, on coupe. OK? Pareil, pas de radio réveil ou pas de lampe de chevet à moins de 50 centimètres de votre tête dans la chambre. Voilà. C'est un peu comme ça. Et un cinquième truc, là je reviens sur le réseau électrique et l'énergie domestique, l'électricité domestique. Euh, la législation aujourd'hui, elle impose la prise de terre. Les prises électriques où il y a la tige métallique, Mmh. c'est ça qui correspond à la prise de terre. Ouais. Mais sauf que la législation, c'est pas parce qu'il y a le truc de la prise de terre dans la prise que la prise de terre fonctionne. Ouais, La c'est clair. législation impose 2 prises de terre, une dans la cuisine et une dans la salle de bain. C'est Donc, ce qui ça. fait qu'en fonction de comment l'électricité a été installée chez vous ou a été installée par le passé, eh ben, l'électricien, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, il ne s'est pas fait chier, il n'y a que 2 prises reliées à la Terre, les autres ne sont pas reliées à la Terre. Et C'est si vous ça. n'êtes pas relié à la Terre, ça fait des champs électriques super puissants au niveau des appareils qui sont branchés sur le secteur. Et donc, ça fait vachement de charges électriques ou électromagnétiques qui viennent se poser sur vos mains ou sur votre corps et qui saturent d'énergie électrique votre organisme. Et pareil, retentissement sur l'immunité, sur le sommeil, éventuellement sur le vieillissement des tissus et donc sur les yeux. Et comme ça, parce que les yeux font les parties du corps qui sont les plus imbibées d'eau, cerveau, yeux et cellules sexuelles, sont les parties les plus sensibles et les plus fragiles au rayonnement électromagnétique. Il y a vraiment une relation directe entre l'eau et l'énergie électromagnétique, pas une relation de cause à effet, une relation de Mmh. sensibilité. L'eau est le premier. C'est parce que pourquoi j'évoquais l'exemple des feuilles des arbres tout à l'heure pour la 5G. C'est pas parce qu'il y a des feuilles, c'est parce qu'il y a C'est de de l'eau dans l'eau. les feuilles.
Et c'est cette eau qui absorbe et qui se réchauffe ou qui est agitée, comme dans le four à micro-ondes. Le four à micro-ondes, ça vient secouer les molécules d'eau qui sont présentes dans le plat ou dans l'aliment. Et donc, voilà, l'eau est extrêmement sensible au rayonnement électromagnétique. Et comme elle est extrêmement sensible au rayonnement électrique, et ben c'est pour ça que dans tout ce qui a de l'eau, plus il y a d'eau, plus c'est sensible. Et donc, c'est pour ça que tous les êtres vivants sont plutôt électrosensibles ou magnétosensibles. Il n'y a pas que ça, mais mais ça explique pourquoi les rayonnements nous pénètrent et sont absorbés, et ça vient modifier les liaisons chimiques, les liaisons moléculaires et d'autres activités métaboliques au niveau du corps. Ok. Euh, Dernière question, puis on va changer de. Peux-tu nous parler un petit peu des ondes millimétriques? Ben, les ondes millimétriques, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est toutes les ondes qui sont supérieures à 10 GHz. Ok. Et donc, l'exemple que je donnais par rapport aux satellites, ou l'exemple que je donnais par rapport aux satellites météo qui ont eu une rivalité d'usage, où les télécoms ont fabriqué un conflit dans l'usage de gammes de fréquences données, tout ça, ça se situe dans les millimétriques. D'accord. Ok. Les, et donc, officiellement, les ondes millimétriques de la 5G ne sont pas en fonction. C'est annoncé pour dans quelques années. Mais en tout cas, plus il y a de satellites dans le ciel qui font de l'Internet spatial ou du téléphone au débit, plus il y a un peu d'ondes millimétriques, parce que ces satellites-là, ils n'émettent pas à 3,5 GHz, ils Hmm. émettent à des fréquences supérieures à 10. De mémoire, ils sont à 12 GHz, par exemple. Voilà. Alors, on va passer au sujet suivant, donc l'électroculture. OK. Alors, la première question, c'est quoi l'électroculture? Alors, l'électroculture, c'est un truc assez rigolo, c'est un truc même qui est génial en fait, hein. C'est le fait que, je le disais, le vivant est sensible à l'énergie électrique ou à l'énergie magnétique. Ouais. Donc le terme compliqué, savant, c'est électrosensible ou magnétosensible. Et donc, puisque le vivant, les cellules, les bactéries, les insectes, les animaux, les êtres humains, et ben bingo, on peut avoir l'hypothèse que les plantes aussi. Et ben bingo, les plantes aussi. Donc les plantes sont donc, c'est-à-dire que, et là, il y a deux façons de le voir. On peut poser des capteurs sur les plantes et on va voir que les plantes ont une activité électrique. Elles vont avoir des fluctuations de leur fonctionnement, de leur physiologie, de la physiologie végétale, du fonctionnement des plantes. Et ça se traduit par des variations de leur activité électrique ou des variations du champ électrique qui est rayonné autour d'elles. Nous, chez l'homme, hein, le cœur, c'est le principal centre de rayonnement électromagnétique. Et donc, si vous avez le cœur qui bat 80 fois et qui bat 120 fois 90 fois par minute, ou 120 fois par minute, ou 60 fois par minute, ben, ça veut dire que vous êtes à 1 Hertz, 1,5 Hertz ou 2 Hertz en termes de fréquence par rapport à la pulsation du champ d'énergie électromagnétique qu'il y a autour du cœur. Donc, le premier truc pour voir l'activité électrique des plantes, c'est de poser des sondes ou des capteurs qui vont mesurer ce qui peut se passer. Et puis, il y a d'autres manières de procéder. Et du coup, il y a des personnes qui se sont amusées. C'était à la fin des années 1700, à la fin des années 1800. Ce n'est pas les mêmes chercheurs à chaque fois, bien sûr. Mais il y a eu Hmm. plusieurs chercheurs, autant un peu à l'âge d'or de l'électricité, au début de l'électricité et le Far West de la recherche qu'il y avait dans ces domaines-là. Il y a une partie d'entre eux qui se sont intéressés aux plantes et à ce qui se passait chez les plantes. Et donc, d'abord, ça a bossé avec l'électricité statique, et puis après, ça a commencé à bosser avec l'électricité, le courant électrique, quoi. Et là, on s'est rendu compte que les plantes fonctionnaient mieux avec un petit peu d'électricité. Alors après, il y a deux écoles aussi sur l'électroculture. Là, on est en train d'arriver dans les années 1910, 1920, 1930. Je vais prendre d'ailleurs le bouquin que j'ai fait sur le sujet pour vous le montrer, hein, Ouais. un instant. Yes. Donc avec les années, autant des pionniers, et notamment des pionniers de l'électroculture, avec les années 1910-1920, eh bien, il y a eu deux écoles de pensée sur l'électroculture qui se sont développées. Il y a ceux qui sont en faveur il y a ceux qui exploraient plutôt une électroculture naturelle, une électroculture passive qui fonctionne avec l'énergie électrique ambiante euh, euh, dans l'air ou avec les courants électriques qui sont présents naturellement dans le sol. Enfin voilà, donc on utilise les forces ambiantes et on les canalise
pour augmenter l'activité de la plante, l'activité métabolique, l'activité électrique, et je vous dirai les bénéfices après. Et il y a ceux qui étaient plutôt en mode électroculture active, où là, on branchait un générateur, on mettait des câbles électriques, c'est-à-dire des fils métalliques au-dessus des champs, au-dessus des plantes, et on envoyait la sauce pour faire Mmh. pleuvoir des charges électriques sur les plantes. D'accord. Donc, vous voyez, il y a vraiment les deux écoles. Et donc là, j'ai essayé de trouver un peu des documents d'archives dans mon truc. Là, par exemple, ça, c'est des photos de quelqu'un en France qui a fait sa thèse en pharmacie pour vérifier l'électroculture, pour vérifier l'utilité ou l'efficacité de l'électroculture. Et elle a mis, on le voit sur la photo d'en bas, elle a mis un grillage métallique autour de la plante. Et en fait, ce grillage, c'est deux grillages différents qui ne sont. L'un, celui du bas, c'est un métal donné, celui du dessus, c'est un autre métal. À un moment donné, bien sûr, ils sont noués ensemble et ça permet de créer une différence de potentiel, une différence de potentiel électrique, puisque les deux métaux n'ont pas la même conductivité électrique. Tout à fait. Donc, ça permet de drainer des charges et en même temps, ça permet peut-être de les conduire plus vite ou bref, il se passe d'autres trucs. Et ce qu'elle a vu dans sa thèse de pharmacie, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'elle a appliqué des méthodes de la pharmacie pour évaluer ce qui se passait dans les plantes. Elle a utilisé 3 types de plantes utilisées en, en pharmacie. Alors, je vous dis les 3 plantes, je vais le lire directement sous les yeux. Donc, il y avait des feuilles de datura, il y avait de la menthe poivrée et l'autre plante, la troisième plante, je ne sais plus où elle est là-dessus, mais c'est pas. La belladone. Voilà, donc il y avait datura, belladone et menthe poivrée. C'était les 3 D'accord. types de plantes qu'elle a évaluées. Et ce qu'elle a vu, c'est qu'en fait, dans les échantillons, enfin, dans les plants qui étaient les plants témoins qui avaient de l'électroculture, et bien en fait, il y avait par exemple 57% d'alcaloïdes en plus que dans les plantes témoins, au niveau des plantes qui étaient qui expérimentaient l'électroculture. Pour la menthe poivrée, la teneur moyenne en huile essentielle était supérieure de 27% dans les plants électrocultivés par rapport aux pieds qui étaient témoins. OK. Donc en D'accord. fait, ça c'est un exemple de bénéfice. C'est-à-dire on va avoir plus de substances actives, plus de matière active d'un point de vue pharma, hein, puisqu'elle avait dosé les éléments chimiques tels qu'ils procèdent d'habitude en pharma quand ils Mmh. préparent des préparations magistrales, dans les pieds qui étaient électrocultivés cultivés par rapport aux autres. Ce que nous dit aussi la littérature des années 1920, 1930 par rapport à l'électroculture, c'est vraiment l'âge d'or des pionniers. Il y avait eu un congrès sur l'électroculture en France en 1912. Il y a eu pendant 25 ans un laboratoire d'électroculture en Grande-Bretagne qui était officiellement financé, qui a été officiellement créé en 1917, hein, qui était officiellement financé par le ministère de l'Agriculture britannique. Bon, tout ça est raconté dans le bouquin en termes d'histoire scientifique. Et donc, ce que la littérature nous montre, c'est qu'en gros, on est sur un gain d'environ 30%. On va avoir 30% de plants en plus qui vont germer. On va avoir des plants qui vont germer 30% plus tôt. On va avoir des plants il y aura 30% de plants en moins qui vont geler. On va avoir besoin de 30% de moins d'arrosage. On va avoir 30% de plus de rendement. On va avoir 30% de plus de matière active. OK, on est autour toujours à peu près du 30% quant aux bénéfices que vont avoir les plantes bon, moi, dans le bouquin, je raconte les 2, 3 choses autour de l'électroculture active, mais je suis évidemment plutôt en train de raconter l'histoire de l'électroculture passive. Et c'est pour ça que le bouquin s'appelle Électroculture et énergie libre, quoi. Parce que l'idée, c'est de fonctionner avec les énergies présentes naturellement autour de nous dans l'environnement. OK. OK, OK. Après, justement, comment, t'es venue, l'idée de t'intéresser justement à l'électroculture? Ben, en fait, alors, deuxième bouquin, hop, L'énergie secrète de l'univers. Ça, c'est mon premier bouquin. Il est sorti en 2006, il y a 16 ans, quoi, bientôt. Donc, mon Dieu, oh, je me cache. Bref, l'énergie secrète de l'univers, il est sorti en 2006, c'est-à-dire que ça a été ma première enquête, ma première investigation là-dedans. Donc, je l'ai écrit entre les années 2000 et 2005. Et donc, et le principe de ce bouquin, c'est de qu'est-ce que la science sait sur le qi, l'acupuncture, le qigong et les approches chinoises traditionnelles en matière d'énergie? Et en parallèle, en corollaire en quelque sorte, en quoi la conception chinoise de l'énergie, de flux, de transformation, de changement permanent, en quoi la description du monde en termes de flux d'énergie qui s'entremêlent les uns avec les autres, qui est présent dans la tradition chinoise taoïste,
depuis au moins 3000 ans. Il y a des experts qui disent 4000, 5000, 6000 ans, peu importe. Au moins 3000 ans, ça peut venir enrichir la conception occidentale, moderne, contemporaine de la science et notamment de la notion d'énergie, qui a en gros 300 ans, quoi, parce que la machine à vapeur, elle a à peu près 300 ans. Donc, euh, et donc voilà, c'est ça que raconte le bouquin. Et d'un côté, donc j'applique toujours la même méthode. Hein, c'est qu'est-ce que Mmh. la science sait sur l'acupuncture, le qigong, le feng shui et les autres approches énergétiques chinoises. Et bingo, il y a des études sur l'acupuncture, il y a des études sur le qigong, dont je raconte un peu tout ça dans ce bouquin-là. Et puis, et en fait, donc on va dire que l'enquête était assez large au niveau de ce que ça couvrait comme thématique et comme sujet. Et donc, en fait, à un moment donné, pour faire le bouquin, il y a plein de sujets que j'ai laissés de côté. Et dans les sujets que j'ai laissés de côté, il y avait le chapitre sur le végétal, il y avait le chapitre sur les plantes. Et donc, ce Mmh. qui fait que sur l'électrosensibilité ou la magnétosensibilité des plantes, et ce que la science pouvait nous raconter là-dessus, ce que la science pouvait nous aider à savoir, et l'hypothèse sous-jacente derrière, c'est effectivement en quoi l'approche de la science ou les connaissances de la science vont venir confirmer, compléter ou invalider ce que vont nous dire les traditions, ce que vont nous dire les approches chamaniques, ce que vont nous dire certaines traditions d'ailleurs, des traditions chinoises, indiennes, polynésiennes, amazoniennes ou amérindiennes du Nord. Et tiens, je n'ai pas parlé des Lapons. On pourrait parler des Lapons ou des Celtes, hein, bien entendu. Bref, on a des traditions qui nous disent des trucs par rapport à l'énergie, et puis on a la science qui moderne, qui commence à se mettre sur l'énergie et qui utilise des mots compliqués avec électricité, magnétisme, supraconductivité, euh, court-circuit, enfin voilà, donc il y a plein de choses par rapport à tout ça. Et donc le bouquin sur l'électroculture ou les premières recherches que j'avais pu faire sur l'électroculture, c'est resté dans un coin en disant ça mérite de ça mérite de le raconter le moment venu, tellement c'est incroyable, ces pionniers et ces découvreurs des années 20, des années 30. Et puis par rapport à ces questions-là, c'est là où j'ai croisé la route fin des années 2000 de plusieurs personnes. Il y en a une personne s'appelle Guy Thieux, l'autre personne s'appelle Roland Verlaine, et c'est des personnes qui avaient des documents des années 20, c'est des personnes plus âgées que moi, ce sont des vénérables, hein, ce sont des anciens, et qui donc avaient des documents des années 50, qui avaient des documents des années 30, ou qui avaient des photocopies de documents des années 30. Et là, du coup, ça venait enrichir la documentation s'il y avait une enquête Mmh. à faire là-dessus. Et à un moment donné, je fais bon, d'accord, je vais le faire. Et donc, ce qui fait que j'ai joué le jeu de travailler main dans la main avec eux pour me plonger dans leur documentation et pour mettre tout ça en forme et faire un bouquin qui rassemblait un peu toute cette histoire des sciences électro-naturelle en quelque sorte. D'accord, OK. D S'il y a des gens qui veulent utiliser justement l'électroculture, tu leur conseillerais quoi comme, outil pour l'utiliser? Alors, alors l'électroculture, c'est une grosse boîte à outils en fait. Et donc, par exemple, il y a des plantes entre les fameux courants. Vous savez le courant électrique, ça a un sens, quoi. Il y Mmh. a un nord, il y a un sud, quoi. Enfin, Ouais. il y a deux pôles au niveau de l'électricité, pôle plus, un pôle moins. Il y a un pôle positif, un pôle négatif. Et donc, ce qui fait qu'il y a des plantes, elles vont aimer que le courant positif aille vers elles. Et il y en a d'autres qui vont préférer être du côté négatif. Les légumes racines n'ont pas les mêmes besoins en termes de charge électrique que des légumes feuilles. Est-ce qu'un noyer ou un abricotier ou un figuier vont avoir les mêmes besoins en termes d'environnement électromagnétique. Ok, donc ça, vous voyez, ces quelques questions, ça montre bien l'espèce d'infinité de champs de recherche que ça ouvre en Ouais. fait. Donc on a beaucoup de personnes depuis 10 ans en gros, parce que là l'électroculture, le bouquin est sorti il y a 10 ans, en 2010. Il y a une nouvelle édition là, qui va arriver, puisque le bouquin est épuisé, mais il y a une nouvelle parution de ce bouquin-là sur l'électroculture énergie libre qui arrive en janvier 2023. Et je suis en train de travailler sur un second bouquin sur l'électroculture qui arrivera en 2024. Et parce que maintenant, bah, il y a des personnes qui ont débuté il y a 10 ans et qui maintenant ont un peu de recul, ont un peu de bouteille, ont un peu d'expérience. Et donc, c'est Ouais. ça que va raconter le deuxième bouquin, en fait.
C'est OK. d'aller voir des gens qui en font et qui en font aujourd'hui et qui vont nous partager le meilleur de leur expérience et de leur savoir-faire. Et donc, et donc, évidemment, dans le bouquin de 2010, je suis allé voir des pionniers. Et parmi les pionniers, il y a quelqu'un qui s'appelle Yannick Van Dorn, qui est donc un des pionniers de toutes ces approches-là et qui est plutôt très sympa et qui est très compétent, quoi. Et donc, avec Yannick, euh, et ben Yannick donne des stages de formation à l'électroculture, y compris les bidouilles qu'on peut faire, les objets qu'on peut fabriquer avec du cuivre ou avec des trucs électriques. Parce que, par exemple, une des méthodes de l'électroculture, c'est de mettre un tube métallique dans le sol en l'orientant nord-sud par rapport au champ magnétique terrestre. Une autre méthode, c'est en fait de poser deux tubes, c'est d'enterrer deux tubes métalliques, mais ce n'est pas les mêmes métaux. Comme ça va créer une différence de potentiel entre les deux tubes et les Ouais. plantes qui vont être au milieu vont en bénéficier. Une autre approche, c'est de planter un paratonnerre, enfin l'équivalent d'un épouvantail, mais d'un épouvantail métallique, un paratonnerre, comme un paratonnerre, qui va être planté verticalement et qui, lui, va faire office de drainage de charge entre le ciel et la terre. Voilà, donc il y a plein. Donc Yannick a pas mal exploré le fait de faire des pyramides en cuivre qui sont posées au-dessus de champs de patates. Ok, donc il y a plein. C'est pour ça que je disais l'expression boîte à outils. Il y a plein de façons différentes de faire. Mais ce qui compte, c'est de faire et d'explorer. Et ce qui compte aussi, c'est d'aller rejoindre la communauté des électrocultivateurs. Et parce elle est devenue très vivace, très active. Moi, je vois en 10 ans, on est passé de 10 personnes à peut-être 200 ou 300 personnes en France qui explorent, qui font des trucs et qui s'échangent des trucs et astuces. Et Yannick est vraiment une plaque tournante dans cet échange d'expériences. Et il va faire partie évidemment des personnes que je vais interviewer à l'occasion de mon prochain bouquin. Voilà. On peut les trouver où? Ils ont des sites internet? Parce que s'il y a des Oui, personnes qui ben, sont il intéressées. suffit de taper électroculture France ou Yannick électroculture et ça sort. Hein. OK. Sinon, par rapport à l'électroculture, est-ce que c'est dangereux pour les humains? Et est-ce que ça peut être nocif pour les plantes? Excellente question. Donc, alors, à mes yeux, et de ce qui remonte en termes justement du terrain et des expériences qui ont été faites et des retours d'expérience de cette pratique qui a presque 250 ans maintenant et surtout 130 ans en termes de pratiques récentes et contemporaines, on va dire. Si on fait avec du naturel, avec l'énergie ambiante, avec l'énergie naturelle, ça roule. Voilà, ça roule, il n'y a pas trop de soucis. Euh, il faut vraiment, ce que vont me dire des pépés qui en faisaient dans les années 50 et que j'ai pu rencontrer dans les années 2000, enfin 2010, 2009, 2010, 2011, c'est que la différence aujourd'hui, c'est la pollution électromagnétique. Parce qu'en gros, c'est comme s'il y avait plus d'énergie disponible dans l'air. C'est comme s'il y avait plus d'électricité dans l'air. Mais l'un dans l'autre, euh, ça va. On arrive à en faire comme avant. C'est difficile de comparer les résultats entre avant et maintenant parce que, mettons une photo des années 30 ou des années 50 où les gens posent avec un chou géant qui fait 1 mètre de diamètre. Bon, ben, on ne sait pas si c'est la norme. Ça peut être un cas exceptionnel. Et donc, des cas exceptionnels comme ça, on en a encore aussi aujourd'hui. Mmh. On va dire que c'est rare, mais cette photo du chou des années 30 qui fait 1 mètre de diamètre, c'est aussi peut-être un phénomène rare. Donc, c'est difficile de comparer vraiment les rendements, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément il n'y a que dans le centre de recherche britannique qu'il y a eu vraiment des mesures, des poids, un suivi, des relevés extrêmement précis des résultats qui étaient obtenus. Et ils ont eu des résultats prometteurs durant 2 ans. Et après, c'est parti en quenouille parce qu'ils ont eu une année où il pleuvait à fond, et ils ont eu une année où il y avait une sécheresse à fond. Et quand il fait trop humide ou trop sec, c'est toujours une histoire d'équilibre par rapport à C'est l'eau, clair. bah, l'électroculture, elle ne marche pas bien. Voilà. Et donc, quand elle est trop sec, bah, il se passe quelque chose. Est-ce que c'est les plantes qui réclament de l'eau ou les plantes qui pensent qu'il va y avoir de l'eau et puis il n'y en a pas? Enfin, il se passe un truc. Et puis après, avec les années, et là, moi, ce que j'ai pu raconter dans l'électroculture d'énergie libre, je termine un peu là-dessus, c'est sur des travaux de recherche faits dans les années 2005-2010, faits en Pologne, faits en Espagne, faits à Cuba, faits en Inde, où on en est au point aujourd'hui,
on est à l'époque des biotech, on est à l'époque des nanosciences, on est à l'époque des OGM. Et donc, on a des appareils qui permettent d'aller voir quelles sont les protéines ou quels sont les gènes au niveau de la plante qui vont réagir en fonction de l'exposition à de l'énergie électromagnétique. Et donc, on a et donc, par exemple, je fais l'écho des travaux de recherche d'une université en Espagne, à Madrid, qui, tous les ans, se farcissent une plante. Alors, une année, c'est la tomate, une année, c'est la laitue, une année, c'est le blé. Et chaque année, comme Mmh. ça, ils sont en train d'essayer de repérer quel est le gène qui est impliqué dans la croissance ou qui est impliqué dans la performance, ou en tout cas le gène qui va être électrosensible ou magnétosensible. Okay, donc, ce que faisaient les anciens, pour finir de répondre à ta question, ce que faisaient les anciens en termes de tests pour vérifier si c'était toxique ou pas, ben en gros, ils foutaient des animaux devant. Est-ce que les animaux se cassent ou est-ce que les animaux se régalent? Et il semble que les animaux se régalent. Et il semble que les humains se régalent aussi. Donc, ça a l'air d'aller avec l'approche électroculture naturelle. Enfin, Et passive, je veux dire. Ouais. mais pourquoi ils nous les ont cachés? Parce que si c'est vraiment rentable, pourquoi les agriculteurs ou les particuliers n'utilisent pas cette méthode justement? Est-ce que c'est fait Alors, il y a exprès deux choses, peut-être? attends, il y a deux choses différentes. Il y a deux choses différentes. Il y a le fait pourquoi les particuliers n'utilisent pas cette méthode. Ben, parce qu'elle n'est pas connue. Et deuxio, à ma connaissance, on n'est pas tous en train de faire un jardin potager, quoi. Tu vois, donc Ouais, c'est pas parce ouais. que voilà, donc faut de la même façon que de fait, il y a peut-être que 10% ou 15% des gens qui font du jardin potager. Je caricature, je peux tout à fait me gourer dans les Mmh. stats, hein, c'est juste pour donner un ordre de grandeur. Et ben, ça va être la même chose. Imagine que dans ces 10 ou 15% de personnes qui s'occupent d'un jardin le dimanche, mettent les mains dans la terre, font pousser leur potager, poussons même le vice à avoir des jardinières sur son balcon et à faire pousser ses plantes, ses aromatiques, et ben, tu vas voir, donc peut-être que dans le meilleur des mondes, on peut imaginer que ça va être 10 ou 15% des gens, et encore, c'est peut-être 1,5% de ces personnes-là qui vont faire de l'électroculture. Pas D'accord, parce qu'ils ne veulent pas en faire, c'est parce qu'en fait, ils en ont jamais entendu parler. d'accord, On OK. est vraiment dans ce truc-là. Et donc, jamais entendu parler, ça, c'est l'autre question. Pourquoi on ne connaît pas? Pourquoi on n'en a pas entendu parler? Donc, l'électroculture, son âge d'or, on pourrait dire en France, c'est les années 30, les années, pardon, 1930. Mais là, il y a vraiment un nouvel âge d'or, hein, moi, j'ai eu le plaisir de m'autoriser à organiser une conférence en 2012 à Toulouse, aux Journées de l'eau, où on avait fait une journée dédiée à l'électroculture et où, comme ça, j'avais fait venir un viticulteur, un radiesthésiste, différentes Mmh. personnes comme ça qui pratiquaient l'électroculture et qui avaient des choses à raconter et à témoigner, en hommage au premier congrès d'électroculture qui avait eu lieu en 1912 en France, quoi. Voilà. Donc, on a, pour moi, Internet, les forums et les communications permises par Internet et par le réseau euh, ont fabriqué une renaissance de l'électroculture. Et c'est pas qu'en France, c'est aussi dans les autres pays. Yannick, les forums et les groupes dans lesquels il est impliqué, qu'il anime. Moi, j'ai rejoint les groupes dont il s'occupe sur Telegram, par exemple. C'est du Canada, c'est du Mexique, c'est des États-Unis, c'est de partout, c'est de Russie, c'est de partout, hein, l'électroculture. En tout cas, il y a une vraie renaissance grâce au net et grâce à la façon de pouvoir partager des documents, y compris des documents d'archives et des trucs et astuces. Donc, qu'est-ce qui se passe en France en 1930? C'est à peu près pareil aux États-Unis, c'est à peu près pareil en Grande-Bretagne. C'est qu'en fait, on a en parallèle l'industrie chimique et celle des engrais qui se met en place. Et Mmh. eux, ils sont aussi, sans rentrer dans l'histoire de complot, eux, ils sont aussi dans des discours marketing, ils sont aussi dans des discours où c'est nous qui avons la meilleure solution. Ouais, Le bah, oui. truc, c'est nouveau, c'est moderne. Effectivement, il y a des super résultats quand on le fout dans le sol. Et la grosse différence avec l'électroculture, c'est qu'on est sur des résultats, on va dire, de façon très pragmatique, qui sont plutôt constants dans le temps. Puisque dans les années 30-40, on est plutôt avec des résultats constants dans le temps en utilisant les engrais. Alors qu'avec l'électroculture, on a quand même des petites variations d'une année sur l'autre. On n'est pas avec des résultats garantis et fiabilisés. C'est d'ailleurs pour cela que le centre de recherche britannique s'était mis en place. Sa mission, c'était pas de montrer qu'il y avait de l'électroculture ou de montrer la réalité du phénomène. Sa mission, c'était de fiabiliser les résultats et de faire qu'on ait des résultats et des gains plus ou moins constants dans le temps. Sauf qu'ils n'ont pas réussi. Au bout des 2 années pourries qu'ils ont eues, ils se sont mis à faire des essais sur des plantes en pot, en fait.
D'accord. Et ils n'étaient plus avec des champs taille Ouais. réelle, taille 1, comme ils avaient fait une ferme expérimentale qui était la reproduction d'une ferme normale et où ils avaient fait leurs expériences. Ça, c'est entre 1917 et 1920. Après, ils sont passés sur des plantes en pot, des plantes dans des serres et regarder en mettant des anneaux métalliques autour ou en mettant des fils électriques dans le pot, comment ça pouvait faire pousser des oranges ou faire pousser des avocats, quoi. Voilà. Tiens, il y a Nathalie, Botton qui pose une Et question. juste pour finir là-dessus, et en Oui, plus de toute façon, évidemment, les grands méchants de la chimie ont utilisé ouais, tous les moyens, y compris la diffamation, y compris la calomnie, pour nuire à l'électroculture, qui étaient c'est donc clair, qui étaient des concurrents direct, qu'il fallait écarter, quoi. Voilà. tout à fait, ouais. Donc, Nathalie Botton pose une question. Elle demande si, j'entoure mon potager en galvanisé et que j'installe des antennes au centre, est-ce, délétère? Écoute, Nathalie, bonsoir. Écoute, faut faire les essais, faut faire le test. Tu verras bien si les plantes poussent ou ne poussent pas. Et après, est-ce que c'est lié à ça ou est-ce que c'est lié au sol? Moi, je conseille de faire une analyse du pH de son sol parce que ça donne une idée de l'électrochimie de son sol et ça donne une idée de la façon dont le sol est conducteur ou pas. Donc, tu peux explorer, expérimenter toute seule, ou tu peux aussi, en te branchant sur les réseaux, les groupes et les réseaux sociaux des groupes et des communautés de l'électroculture, notamment en France, discuter sur tout ça. Moi, je m'y connais pas assez en termes de. Moi, je suis malheureusement plutôt un rat de bibliothèque, et ce qui fait que je n'ai pas assez. Donc, je vais voir ceux qui savent, mais c'est pas moi qui sais sur ce truc-là en détail. Voilà. OK. Alors, Jean-Charles, on va arriver à la fin. Mm. Je te laisse le mot de la fin. Alors, écoute, il y a plusieurs petites choses que je vais pouvoir partager. Tout d'abord, merci beaucoup de cet échange à bâton rompu qui était super sympa et tous azimuts, et donc on a rayonné large. Deuxio, par rapport à la revue Orbs, hein, je vous disais qu'il y avait un peu une primeur à vous partager. Donc, en Oui, fait, on est en train de boucler un numéro spécial OVNI, spécial Contact, un Orbs spécial Contact qui va sortir normalement en novembre de cette année. On a le financement participatif qui va arriver courant octobre. Là. Enfin, l'idée, c'est qu'il ait lieu sur l'ensemble du mois d'octobre. mmh, Donc voilà, il y a pas mal de contenu assez rigolo à l'intérieur. On a un sujet sur le statut juridique des extraterrestres. On a un auteur de science-fiction qui nous raconte un peu son voyage à Roswell. Enfin voilà, on a différentes choses comme ça un peu sympathiques à l'intérieur qui dépoussièrent un peu le sujet. On a des textes inédits de chercheurs et de pionniers américains aussi qui n'ont jamais été traduits en français. Enfin voilà. Donc ça, c'est le Orbs Special Contact qui va arriver à la fin de cette année et où il y a le financement participatif qui va, dans une semaine, 10 jours, le financement participatif va débuter là avec le mois d'octobre. Ça, c'était un OK. peu le scoop que je réservais pour toi et pour ce soir. Eh ben, Et ça puis, m'intéresse. ouais, c'est cool. Et puis le dernier point, ça c'est un point plutôt pour nous, êtres humains, et pour le monde, l'univers, la société qu'on veut construire. Je l'évoquais tout à l'heure avec le cœur, avec le fait que le cœur, c'est la centrale d'énergie du corps. Oui, C'est une centrale énergétique, c'est une centrale d'énergie, c'est un moteur électromagnétique. Ça pulse, ça bat en permanence, c'est un miracle, quelque chose de très beau. Et donc, premièrement, c'est gratitude d'être en vie et gratitude d'avoir cette machine qui fonctionne comme ça. Le cœur, il rayonne 1000 fois plus fort que le cerveau. Donc, tout ce qu'on a mis en évidence et tout ce qu'on sait par rapport à l'activité cérébrale, à l'activité électrique du cerveau, et donc l'activité magnétique du cerveau, en fait, on a d'abord écouté le champ électrique du cœur, le fameux électrocardiogramme, et ensuite, de mémoire, c'est en 1876 qu'on a mesuré l'activité du cœur, électrique du cœur, et c'est en 1963 qu'on a mesuré l'activité magnétique du cœur. Et pour le cerveau, c'est en 1927 qu'on a commencé à capter l'activité électrique du cerveau, et c'est en 71 ou 72 qu'on a capté l'activité magnétique du cerveau. Donc le cœur, c'est vraiment le principal centre d'énergie du corps. oui, Et on a des études qui ont montré, c'est des études qui datent de la fin des années 90, mais surtout du milieu des années 2000, vers 2004-2005, on a des études qui ont montré qu'en fait, le champ d'énergie cardiaque, le champ d'énergie du cœur, va être perceptible, va avoir un effet, une influence jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 10 de distance autour de vous. Et ça encore, c'est ce que les machines nous disent.
D'accord? Et Mmh. comment ils ont vu ça? En mettant 2 personnes côte à côte, un qui était receveur et qui était passif, et un qui était émetteur et qui était actif. Et sur les 2, il y avait on enregistrait l'activité du cerveau, l'activité électrique et Mmh. l'activité électrique du cœur. Et on s'est rendu compte que plus on éloignait les gens, il y avait en fait comme un pic dans l'activité électrique du cerveau du receveur, du passif. C'était en fait l'activité électrique du cœur de celui qui était émetteur. Et en fait, il y avait un petit décalage dans le temps de quelques millisecondes qui correspondait, plus les deux étaient éloignés l'un de l'autre, plus il y avait un léger décalage entre le ping de l'activité cardiaque de celui qui émettait et le ping de celui qui recevait et qui avait comme ça une impulsion. Donc, ce qui fait que quand vous êtes au cinéma, quand vous êtes dans le bus, l'état dans lequel vous êtes à l'intérieur de vous, qui peut être un état de colère, qui peut être un état de tristesse, qui peut être un état d'irritation, qui peut être un état d'agacement, va avoir une incidence et une influence sur l'activité des personnes autour de vous et sur votre voisin. Et donc, si vous êtes dans un état de joie, si vous êtes dans un état de gratitude, si vous êtes dans un état de bien-être, si vous avez le sourire, si vous êtes dans un état de confiance et de courage au lieu d'être dans un état de peur, eh bien, ça aussi, ça modifie le monde autour de vous, Mmh. ça modifie les gens autour de vous. Et donc, de la même façon que la peur peut être contagieuse, la joie et le courage peut être contagieux. Et donc, ne nous privons pas de ce pouvoir fondamental qui est le nôtre et que nous pouvons rayonner à chaque instant, rien qu'avec notre façon d'être. Merci. Bouge pas, hop, reste avec moi 2 minutes. Bon, bah écoute, c'était sympa. Ouais, merci beaucoup, bonne soirée à vous et je vous dis à très bientôt. Ouais, ça marche, tu me tiendras.